Bonjour, chers amis, chers internautes. J'ai le grand plaisir de vous convier donc à notre symposium sur la presbytie par laser, technique qu'on appelle isovision. Nous sommes en direct, il est exactement 11h05 et donc nous sommes avec la clinique Polyclinique Pasteur à Essay-les-Nancy, en salle Richard Béron, en salle de conférence. Et je suis entouré de mes confrères par ordre docteur Jérôme Beauvais de Suisse, sur ma gauche ici, docteur Beauvais. Bonjour à tous. Voilà. Ensuite, alors docteur Beauvais, il a développé depuis de nombreuses années, il s'occupe de nombreux symposiums sur la presbytie, la chirurgie réfractive, et on se connaît depuis de nombreuses années. On a toujours collaboré aussi bien sur la chirurgie réfractive que sur la chirurgie de la cataracte. Il a un très gros centre et il a une énorme activité de communication et de publication, en particulier avec l'association Presbymania. On en reparlera tout à l'heure. À ses côtés, nous avons Jérôme Blondel, qui Bonjour. est niçois d'origine, il est toujours sur Nice, il a une double activité, il reste sur Nice et il a aussi une activité donc, dans le centre du docteur Beauvais pour les lasers eximeurs, et une activité de cataracte aussi importante. Et c'est un expert donc aussi en presbytie depuis de nombreuses années. Nous travaillons tous sur un matériel unique qui est le laser Wavelight. On verra tout à l'heure le pourquoi du comment. Sur ma droite, j'ai donc docteur Claudio Assadi qui nous vient gentiment du Chili. Il a fait de nombreux voyages pour nous. On se connaît depuis plus de 3 ans. On travaille ensemble sur la presbytie. Il a aussi un grand centre de laser à Santiago du Chili. Et c'est un expert maintenant sur la technique de presbytie par aspéricité. Et puis enfin, nous avons notre amie docteur généraliste, madame Joséphine Corrigé, qui nous vient de Ludre, que j'ai eu l'honneur d'opérer et qui m'a témoigné sa confiance il y a déjà plus de 4 ans, c'était en 2009, avec une très grosse myopie, on en reparlera tout à l'heure, mais une myopie d'environ -8. Et bon, elle est relativement satisfaite. Elle est venue en voiture toute seule, vous voyez que ça se passe bien, très bien, voilà. Merci pour les présentations. Alors là, il y a une... Ah, c'est mon téléphone, pardon, excusez-moi. C'est la joie du direct, qu'est-ce que vous voulez, il y a des petits imprévus. Donc on va déjà un petit peu, donc je me présente, Dr N, on a réalisé donc hier un premier congrès mondial d'isovision, qui est une nouvelle technique, on va voir juste après, qui est une avancée importante par rapport à la monovision, dans laquelle vous corrigez qu'un œil de loin, un œil de près, par le fait qu'on arrive à corriger justement les 2 yeux de loin et de près d'une part, et d'autre part on peut anticiper la presbytie, parce que si on devait faire la correction laser de la presbytie comme avec des lunettes, il faudrait faire tous les 2 ans une correction, ce n'est pas possible. Alors donc, voilà, nous sommes donc en direct de la clinique Pasteur et on va déjà faire un petit mot d'introduction sur cette chirurgie de la presbytie. C'est très important parce que la presbytie au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, je veux dire, c'est au niveau social, c'est quelque chose de naturel. On imagine que si on avait à notre disposition une technologie relativement sécurisée, relativement peu dangereuse, plutôt indolore, avec quelque chose de rapide, hein, quelque chose qui se passera en quelques minutes, comme on fait au laser actuellement, bah, ça rentre dans les mœurs. Hein, ce n'est plus quelque chose qui est pour l'élite, on va dire, c'est quelque chose qui devient courant, qui devient une pratique usuelle, on va dire. Et le presbylasique, c'est vrai qu'on va faire un petit peu d'historique quand même, on est obligé, pour recadrer tout ça. Il y a pratiquement une vingtaine d'années de recherche avec des médecins dont les noms sont bien connus, mais il se trouve que c'est surtout des Français qui ont développé ces technologies, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de praticiens francophones finalement qui travaillent sur cette technique. En particulier, on peut citer comme des noms de médecins connus, docteur Chaubard, on avait vu hier, on avait la chance d'avoir le docteur Alain Agege de Paris, donc bien sûr monsieur Beauvais, Blondel, monsieur Guénassia bien entendu, sur Nice, donc des gens qui sont très connus, Telandro aussi sur Cannes, et qui ont, à l'époque, il faut bien comprendre qu'on n'avait pas la sphéricité, on va en parler après, c'est un petit peu technique, mais on est obligé de montrer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, les différences.
Et c'était des traitements multizones, il y avait sur les lasers plusieurs traitements un après l'autre, et donc c'était un petit peu pas aussi parfait que les profils qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc les présentations ont été faites, vous avez donc et les différents médecins on avait cité. Voilà. Alors je tiens à dire avant toute chose que j'ai un intérêt financier dans cette technique d'IsoVision. Voilà, c'est des choses qu'on doit dire par rapport à ces technologies. Donc ce qu'on peut proposer, c'est déjà une petite explication de finalement de qu'est-ce que l'IsoVision par rapport à la monovision. J'ai mon diaporama qui il passe pas. Voilà, ça y est, c'est parti, pardon. Ça y est, ça passe. Excusez-moi. Très bien. Donc voilà un petit peu, pour cadrer le débat, si vous voulez, l'évolution depuis une vingtaine d'années. Donc la presbytie, c'est vrai qu'elle se traite de différentes manières déjà. Bien entendu, on peut mettre des lunettes, mais ça, c'est pas le but du jeu. L'accommodation, on va voir tout à l'heure comment ça marche. Le cristallin ne marche plus, c'est ça le principe. On a 45, 50, 55 ans, le cristallin ne fonctionne plus. À ce moment-là, on cherche une solution pour se dépanner. Alors, on avait, point de vue médicalement parlant, à part évidemment ce qui est bien connu, les lunettes, les lentilles progressives, d'autres solutions chirurgicales qu'on cherchait. Il y avait deux voies de recherche, les chirurgies de la cornée, les corneal surgery, ou bien les chirurgies du cristallin. La différence, c'est que les risques sont quand même très différents. Et donc, quand il n'y a pas vraiment de cataracte, quand on n'a pas quelqu'un d'assez âgé, genre 70 ans, c'est quand même difficilement, éthiquement parlant, de proposer une chirurgie du cristallin. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais du fait qu'on a maintenant une alternative relativement plausible, puisque finalement, au laser, maintenant, on a des résultats qui sont bons. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, bien sûr. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, tous on a fait des implants multifocaux, qui sont très bien aussi dans leur catégorie, mais donc chirurgie de la cataracte, compensation de la presbytie en enlevant le cristallin et en mettant un implant multifocal. Il se trouve que maintenant la précision du laser est telle que il semblerait qu'on a des résultats égaux ou meilleurs que les implants multifocaux. Donc c'est vrai que c'est une alternative qui se pose, et compte tenu qu'éthiquement parlant il y a beaucoup moins de risques évidemment d'opérer un œil en surface oculaire qu'en endo-oculaire. Donc il y a donc préférentiellement plutôt maintenant une tendance à faire plutôt du laser que la chirurgie de la cataracte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais un petit tour de table sur ce point déjà pour savoir un petit peu, parce que c'est une évolution historique importante. Jérôme Beauvais, qu'est-ce que tu penses de cette alternative cristallin corné, tu vois ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que effectivement, la précision du laser nous permet, par rapport à des implants multifocaux, donc comme tu l'as si bien dit, une opération du cristallin clair, la précision du laser nous permet d'être plus précis dans notre recherche de vision de loin et de près, et nous laisse une meilleure possibilité de, entre guillemets, customiser le traitement pour chaque patient. Tu as tout à fait raison. Merci. Et toi, Jérôme ? Oui, effectivement. Je vais répéter un petit peu la même chose, mais entre une chirurgie bilatérale dans le même temps qui dure quelques secondes avec un minimum de risque, il y a une mouche qui m'embête, un minimum de risque, des résultats optiques quasi immédiats à comparer avec une chirurgie endo-oculaire avec des risques, même s'ils sont faibles, qui sont quand même avec des conséquences beaucoup plus importantes, une chirurgie qui ne peut pas se faire en bilatéral dans le même temps. Oui. C'est clair que le choix est assez vite fait. Après, effectivement, on opère des gens qui sont quand même relativement jeunes, qui ont entre 50 et 60 ans, donc qui sont actifs, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 2 dates opératoires bloquées, avec le temps de récupération, alors qu'avec le laser, le lendemain, ils peuvent retourner au travail sans difficulté. Donc il n'y a effectivement pas photo du tout entre le choix sur la chirurgie de cornée et la chirurgie endoculaire. Au niveau risque, au niveau résultat post-opératoire, au niveau social, c'est-à-dire au niveau professionnel, ce sont des gens qui repartent au boulot le lendemain. Il n'y a pas les mêmes conséquences que dans le cadre d'une chirurgie endoculaire. Donc il n'y a pas photo sur la chirurgie cornéenne, c'est clair.
Et toi, Claudio, qu'est-ce que tu penses au niveau de l'évolution historique et quelle est ta position au jour d'aujourd'hui par rapport en chirurgie endoculaire, cristallin ou surface? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues et je pense que la prophylaxie, c'est une avancée importante, c'est une méthode absolument valide actuellement pour corriger, pour compenser la presbytie. Par rapport à la chirurgie endoculaire, tout à fait d'accord avec le docteur Vauvet et Blondel qui disent que c'est plus risqué. Oui. C'est pas pour tout le monde. Et les presbylaciques nous permettent que les patients très vite prennent ses activités habituelles. Il faut rappeler aussi que les implants multifocaux actuellement, ils sont des contraintes difficiles à gérer parfois. Les salons nocturnes, des choses comme ça, qui finalement, avec les nouveaux profils presbylaciques, c'est très peu fréquent. Donc voilà, c'est une alternative très, très, très intéressante pour des patients presbytes. En plus, les tranches d'âge qui normalement ont fait les presbylaciques, ce ne sont pas des patients qui qualifient pour des implants multifocaux. Donc on élargit quand même l'éventail, la possibilité de traiter la presbytie à des patients qui n'ont pas le droit de se faire opérer par des implants multifocaux. Donc c'est bien sûr une avancée très intéressante. Et la stabilité dans le temps, tu penses qu'on peut tenir combien de temps avec un traitement laser? La stabilité dans le temps, il faut encore... c'est une procédure qui a déjà presque 10 ans, mais il faut continuer à regarder ça. Mais tous les études, tous les résultats qu'on a jusqu'au moment montrent que c'est tout à fait confortable. Et les patients, voilà, on a un témoignage oui. ici à Merci côté. Claudio. Justement, j'allais donc donner la parole à mon amie Joséphine Corrigère, médecin généraliste sur l'Udre, que j'ai eu la chance de Paris il y a quelques années. Toi, par exemple, on t'aurait proposé une chirurgie endo-oculaire, non, tu aurais refusé. Oui. Je refusais. Le laser est quand même très confortable. Moi, juste après l'opération, je pouvais relire correctement sans mettre de lunettes. Au bout de combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Je suis rentrée chez moi avec mes lunettes, j'ai regardé la télé, j'ai pas pris d'antalgique. Tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucun problème derrière. D'accord. Il n'y a pas eu de grosse douleur au moment de l'intervention. Enfin, je n'ai rien senti à part une gêne qui a duré 20 secondes par œil. Et puis derrière, ça s'est fait tout seul, quoi. Non, c'était pas... Ça n'a pas été contraignant du tout, ça n'a pas été douloureux. J'étais très stressée, par contre, avant l'opération. Quand on lit les effets secondaires possibles... Potentiels. Mais il ne faut pas les lire. C'est stressant, mais il faut les lire. Mais bon, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement éclairé du patient. Et c'est vrai qu'il faut que le patient ait toute information, mais c'est vrai que l'information moi c'était utile. Je ne voyais plus du tout, quoi. Je ne voyais pas de loin parce que j'étais très myope, et du coup je suis devenue presbyte, je ne voyais plus de près. Donc j'ai dit pour faire quelque chose, c'est là que je suis venue. Donc je suis très contente du résultat. Moi ça fait 4 ans, ça ne bouge pas, donc je suis très contente. Oui, ça bouge pas. C'est vrai qu'on a souvent ça, les patients myopes, tout le monde sait qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent lire de près sans lunettes, mais arriver selon leur myopie, bien sûr, arriver à un certain âge, 50, 55 ans, ils perdent un petit peu le bénéfice parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont finalement le près, ça ne va plus quand ils sont corrigés de loin. Et là, ça devient difficile parce qu'ils ne supportent pas toujours leur lentille multifocale. Et c'est là qu'il y a souvent une demande qui se produit. Alors on va continuer un petit peu à expliquer ce que c'est qu'Isovision, quel est l'intérêt de cette nouvelle technologie. Pour l'instant, on n'a pas de questions en direct sur les réseaux sociaux, mais dès que quelque chose arrive sur notre télétexte, on vous donnera bien sûr la priorité pour répondre en direct à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter, c'est un grand plaisir. Donc Isovision, finalement, la chose, c'est que il faut partir un petit peu de l'historique. Hier, au cours du symposium de notre premier congrès international d'Isovision, au cours desquels on a eu la chance d'avoir aussi des opérateurs, même de Colombie, de Grèce, du Canada, on avait donc déjà un petit peu fait l'historique de ces fameux lasers. Et malgré tout, s'il y a des petites différences dans les techniques, pour que ce soit clair et pour résumer, plus ou moins, il y a toujours un peu de myopie. On gardait toujours de la myopie, il y avait un petit peu de monovision, si vous voulez, pour simplifier. Et donc, on a assez facile à expliquer, à opposer, pour ne pas faire tous les détails, la monovision à isovision. Donc, la monovision, c'est quoi? C'est une technologie qui fait qu'on corrige un œil pour un myope, par exemple, complètement. Donc, il verra 10 sur 10 d'un œil, et l'autre œil, ce qu'on appelle l'œil dominant, normalement, pour voir de loin, et l'œil dominé pour voir de près. On a tous un œil un peu plus fort que l'autre, qui dirige un petit peu les choses, finalement.
et donc ce qu'on appelle un œil directeur. Et l'autre œil, on le laisse un peu myope, alors selon l'âge du patient, myopie -2 par exemple, et il va pouvoir voir de près. Mais il y a pas mal d'inconvénients sur cette monovision, et je voudrais que tu nous en touches un petit mot, Jérôme, des inconvénients de cette monovision. Elle n'est pas toujours bien tolérée, c'est vrai. Hein. Alors effectivement, la monovision, c'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, oui. même avant les progressives. Puis même des monovisions qui étaient naturelles parfois. Hein. Exactement. Nature, hein, et quelqu'un qui avait un moins 1,5 d'un côté, donc une myopie d'un côté et rien de l'autre, eh bien, il vivait tranquillement jusqu'à ce qu'il soit au ciel. Donc c'est quelque chose de très très ancien, et c'est quelque chose qui est quand même assez agréable à tester, parce que il suffit de rajouter un verre pour voir si on supporte ou pas ce décalage. Maintenant, il est vrai que j'étais un fervent défenseur de la monovision pendant extrêmement longtemps, parce que j'ai longtemps utilisé et testé, et effectivement on perd un peu de stéréo, puisque notre vrai stéréo, elle est en bout de bras, et que comme on a un certain écart pupillaire, donc en bout de bras, on doit avoir une stéréo. Avec une monovision, on la perd. Et puis on a souvent les gens qui ont une double image et qui sont pas très très contents, et c'est clair que au fil des années et avec les formules qui ont évolué, je pense que on va aller sur une isovision comme tu as trouvé la formule, et je pense que c'est plus confortable même pour les myopes ou les hémétropes. Plus naturel, tu veux dire, plus naturel. C'est plus naturel. Maintenant, ça reste une possibilité, parce que pour chaque patient, comme je l'ai dit, c'est un individu, c'est pas comme les grosses statistiques qu'on fait. Il faut vraiment réfléchir pour chaque personne à avoir une chirurgie bien spécialisée. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est de la haute, c'est très customisé, c'est le mot à la mode actuellement. Ça veut dire que on s'adapte vraiment au patient, à son œil, parce que chaque œil a des paramètres différents. Tu vas peut-être nous en parler un petit peu, Jérôme, justement de cette customisation. Qu'est-ce qu'il faut inclure comme paramètre pour chaque œil pour avoir quelque chose de précis? Quel est pour toi le presbyasique idéal en fait pour toi? En fait, c'est une question assez vaste, parce qu'en fait, il y a une multitude de paramètres qui interviennent. Les gens qui naissent, comme vous avez expliqué, de manière naturelle, avec un décalage entre les deux yeux, un œil myope et l'autre qui ne l'est pas, vont toujours très très bien gérer cette monovision, parce qu'ils naissent comme ça. Créer une monovision après 50 ans, il y en a quelques-uns qui peuvent arriver à la gérer, mais au final, vous avez une perte effectivement de la vision binoculaire, vous avez une perte de la vision intermédiaire qui n'est pas inclus, soit la vision de loin, soit la vision de près. Il manque la vision intermédiaire, et aujourd'hui, la plupart d'entre nous faisons quand même quelques heures d'informatique par jour, et c'est de la vision intermédiaire, donc ça manque. C'est perturbant lors de la conduite, c'est perturbant lors d'un tout un tas de situations sociales, familiales, de la vie quotidienne. Donc intervient bien sûr l'âge du patient. Je pense que la femme et l'homme, il y a un décalage d'acceptation des effets secondaires ou de tolérance. Il y a aussi la volonté, il y a aussi l'activité professionnelle. Un chauffeur de taxi ne va pas tolérer la même chose que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Il y a le sport. Le golfeur ne va pas vouloir la même chose qu'un joueur de ping-pong, ne va pas utiliser la même chose, quelqu'un qui lit énormément par rapport à quelqu'un qui ne lit pas. Donc tous ces paramètres interviennent de manière à ce que votre protocole de traitement finalement s'adapte. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, même si on a une technique qui est éprouvée, qui fonctionne bien, c'est très compliqué en fait, on ne fait jamais exactement la même chose pour chaque patient. C'est toujours effectivement customisé au maximum, c'est-à-dire personnalisé au maximum. Voilà, c'est le mot-clé. Je vous interromps, chers amis, quelques instants, car nous avons déjà des questions qui arrivent sur notre iPad. Pardon. Et on va lire donc une question. Par contre, pour avoir les questions de départ, j'en ai loupé. Tant pis, je vais prendre déjà les questions que j'ai là. Donc on me demandait déjà... à quel âge, si vous pouvez venir m'aider pour le télétexte, là j'ai un petit peu mélangé
À quel âge on peut commencer là? C'est une question fréquente. À quel âge, Claudio, tu penses qu'on peut démarrer le traitement de presbytie? C'est-à-dire que la presbytie, il faut déjà expliquer quand est-ce que ça commence, tu veux bien, et puis à partir de quand tu penses qu'on peut se faire repérer ou il faut attendre un petit peu, tu vois? C'est la question numéro 1, ça. Et oui, je pense que finalement, il faut penser à poser la question de se faire opérer de la presbytie une fois que le patient, déjà, il est gêné. Assez gêné, Ouais. oui, tu veux Parce dire. que, Pas au début, quoi. C'est logique. Il n'y a pas une âge, si tu veux, fixe. Oui. Parce qu'il y a des patients qui, à 50 ans, quand même, ils arrivent à lire. Ils ne sont pas très gênés. Par contre, il y a des patients à 47 ans, 48 ans, qui déjà, ils sont très gênés par sa vision de près. Donc, l'âge ou les moments pour débuter, c'est très personnalisé. Ça dépend des besoins des patients, ça dépend de la situation actuelle des patients. Mais on peut dire, à grosso modo, qu'à partir de 47 ans, 48 ans, 50 ans, déjà, l'indication c'est bien posée si le patient est gêné par sa vision de près. Ouais. Donc à cette première question, je pense qu'il y a un consensus. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai juste pour le myope. Pour le myope de 38, 40 ans, 41 ans, qui a une demande de chirurgie de sa myopie. Et on sait très bien qu'en l'opérant de sa myopie, il va avoir une presbytie plus précoce, puisque le fait d'être myope sans ses lunettes, on arrive à voir de près, mais on va supprimer cette myopie. Donc on va prématurément faire apparaître sa presbytie en l'opérant de sa myopie. Alors ce que je fais, c'est que chez ces gens-là, donc à partir de 37-38 ans, chez le myope, je fais déjà un traitement asphérique dans l'objectif de justement garder de continuer de retarder comme s'il était toujours myope, de manière à traiter cette presbytie en prévision, dans la mesure où ça ne perturbe absolument pas la vision. Que vous fassiez un traitement myopique simple ou un traitement asphérique de presbytie, ça ne perturbe pas sa vision globale du patient. Donc autant le faire à l'avance. Par contre, chez l'hypermétrope, non. Chez l'hypermétrope, je laisse le temps que la presbytie commence vraiment à casser les pieds. Donc plutôt après 49, 50 ans, effectivement. Alors, excuse-moi Jérôme, je te coupe une seconde parce que je pense que certains internautes ne savent pas tout à fait ça. On s'excuse, on est entre spécialistes et c'est vrai que, chers amis, on dit des mots qui nous paraissent pour nous très très simples, très évidents. Mais c'est vrai que, donc on rappelle simplement que le myope, grosso modo, ne voit pas de loin. Il y a donc des verres négatifs, quand vous achetez vos lunettes chez l'opticien, c'est des -3, -4, -5. Et l'hypermétrope, c'est le contraire, il a du mal de voir de près. Il a une espèce de presbytie précoce. C'est ce qu'on appelle un peu comme des verres grossissants, des loupes. Et c'est des gens qui ont des verres +2, +3, +4. Et puis on va aussi dire l'astigmatisme, c'est le fait que la cornée n'est pas ronde, elle est un petit peu ovale, pour simplifier. Donc effectivement, tu distingues déjà quand même au niveau de l'indication. Donc là, on avait dit avec Claudio que c'était plutôt quand même qui avait besoin d'eux. Hein, donc on va dire, donc vous avez compris maintenant l'hypermétrope plutôt 50 ans parce qu'il faut qu'il ait déjà vraiment besoin. Mais je suis d'accord avec toi pour le myope, car en réalité le myope, je pense qu'on peut se poser poser la question très jeune, 38-40 ans, parce que quand on va faire le myope, et le myope c'est difficile parce qu'il se rend pas compte qu'il est presbyte du fait que il me dit mais docteur, moi j'ai pas de problème de presbytie, je n'ai que le loin. Et alors là il faut lui faire le test, mettre les verres de loin, puis là il se rend compte qu'il peut plus lire. Mais c'est vrai que lui il n'en a pas conscience. Et c'est vrai que ça va lui faire un choc si on ne prend pas soin d'anticiper un peu sa presbytie. Donc quitte à dire, je pense au myope que ça sera pas durable, la vision de loin sera durable à vie, mais la vision de près sera peut-être que provisoire. Mais pour pas qu'il se retrouve effectivement très gêné de près du jour au lendemain, et ce serait un choc très 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 mal vécu, hein, aussi bien pour la lecture que. Alors on est obligé de dire aussi un peu la sphéricité, si vous permettez, chers amis, c'est parce que simplement les problèmes de vision nocturne, de mauvaise vision de nuit, quand on fait un laser pour la myopie, simplement, ça donne des halos nocturnes, on va dire, pour simplifier. Vous avez les phares des voitures qui sont un petit peu baveux, et donc on a corrigé ça en induisant. C'est le nom des aberrations sphériques négatives. Et donc, Jérôme Blondel a employé le mot de traitement asphérique. Donc effectivement, chez un myope jeune, on va dire pré-presbyte 38-40 ans, on va lui faire non pas un traitement simple de myopie comme on ferait à 20 ans, on fait un traitement asphérique pour éviter que la nuit justement il y ait ces aberrations optiques, éviter qu'il y ait des halos nocturnes, et en même temps ça le protège pour la presbytie, car c'est un petit peu le même principe. J'aimerais juste revenir pour les gens qui nous écoutent. Oui, je t'en prie, comme tu disais, c'est peut-être pas forcément des gens qui sont dans l'ophtalmologie.
il y avait une question de Jérôme Blondel qui demandait qu'est-ce qu'était la presbytie. Je pense qu'il faut peut-être revenir déjà sur ce point-là, parce que tu l'as peut-être dit très rapidement au départ de l'émission, la presbytie, c'est un problème évolutif qui commence à 2 ans d'âge. Donc c'est le cristallin qui, comme tout le monde sait, devient une cataracte à 75 ans ou 80 ans. C'est une évolution qui commence dès la naissance. Le cristallin se durcit et puis petit à petit, il ne rend plus le service de la vision de près. Chers amis, il faut qu'on se dépêche un petit peu. On a effectivement plein de questions. On a loupé quelques-unes au début, excusez-nous. Alors, Édouard nous demande quels sont les défauts de la vision opérable. On va essayer d'aller plus vite maintenant dans les réponses. On va essayer de faire des réponses en 30 secondes, 1 minute, pas plus. Alors, vas-y, top départ. Donc, quels sont les défauts de vision opérable? Claudio, ça dit. Bon, tous les défauts, la presbytie, bien sûr, la myopie, l'astigmatisme, hypermétropie. Donc même s'ils sont tous les défauts. Les patients hypermétropes, presbytes, les patients astigmates aussi, et les patients myopes, et comme disait le docteur aussi, sont tous opérés. Même les patients métropes, les patients, ça veut dire les patients qui n'ont aucun problème de vision de loin, et que le près. Il n'y a que la presbytie, c'est aussi un patient qui on peut très bien opérer. Alors on me demande, c'était Édouard, merci Édouard, on me demande pour Mauroy, les antécédents de strabisme avec perte de vision binoculaire constituent-ils une contre-indication à l'intervention? Et je pense qu'il faut parler un petit peu d'amblyopie aussi, c'est important ça. Jérôme? Oui, c'est opérable. Tout dépend des patients, tout dépend s'il y a ce qu'on appelle une amblyopie, c'est-à-dire quand il y en a un strabisme dans l'enfance, il se peut que un des deux, pour éviter de voir double, en fait, le cerveau fasse le choix de ne développer la vision que sur un œil et d'oublier entre guillemets l'autre œil. Ça s'appelle donc l'amblyopie. Il y a un œil qui ne voit pas bien quoi qu'on fasse. Donc là, l'indication chirurgicale est limitée parce que quoi qu'on opère, de toute façon, le résultat visuel sera limité. Mais c'est entre guillemets discutable et en tout cas examinable. On ne va pas dire non d'emblée, parce que dans certains cas, cette amblyopie d'abord peut être limitée, peut être modérée. La vision binoculaire, même si elle n'existe pas, n'est pas obligatoirement quelque chose de contraignant. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de vision binoculaire, c'est les deux yeux qui travaillent ensemble, ça n'empêche pas de conduire, ça n'empêche pas de travailler, donc pourquoi pas être opéré? Donc il y a une contre-indication relative, il y a des examens à faire à l'avance, mais ce n'est absolument pas une contre-indication. Très bien. Merci Jérôme. Alors j'ai retrouvé le fil de mes petits chats. J'ai essayé quand même de répondre à tout le monde. C'est quand même l'objet de cette matinée. Apparemment ça fonctionne bien. Ouais, ça, là. Donc vous avez Emma. Bonjour, merci, ça d'accord. Doit-on attendre que la presbytie Emma. Doit-on attendre que la presbytie soit stabilisée pour se faire opérer? Alors on en a parlé, c'est très important car effectivement non. On avait vu donc avec Claudio qu'il faut quand même attendre en général que ce soit pas tant, que les gens quand même aient besoin d'une aide. Alors on va dire plutôt 50 ans, c'est l'idéal, je pense que le patient moyen c'est 50 ans, je pense qu'il y a consensus là-dessus. Mais il n'y a pas besoin d'attendre que la presbytie soit finie parce que dans des techniques comme l'isovision, on peut traiter justement la presbytie par avance, on va l'expliquer ça rapidement, c'est important. Et donc on peut, n'ayez pas peur, si on vous opère à 50 ans, on ne va pas recommencer, comme on changerait des lunettes tous les 2 ans, effectivement, on est d'accord. C'est où ça? C'était en haut, et puis après j'avais... Alors je montrais sur le diaporama justement que la monovision, vous voyez que le loin, distante, il y a un œil qui voit de loin en bleu, et en bleu aussi un œil qui voit de près. En anglais c'est near pour le près, distante pour le loin, vision intermédiaire bien sûr. C'est important pour l'ordinateur et le tableau de bord de la voiture par exemple. Alors que dans l'isovision, vous voyez, les 2 yeux sont la même couleur, voient en bleu de loin et en rouge de près. Donc vous inquiétez pas pour les couleurs, ça signifie simplement que la vision de loin, le mécanisme est le même, comme des lunettes si vous voulez, comme la vision distante de la monovision, sauf que là les 2 yeux voient de loin. Et la vision de près, c'est par aspéricité, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui nous a permis donc de corriger complètement le loin et le près d'un œil, si vous voulez. On va l'expliquer après. Alors on reprend les questions. Alors donc, qu'est-ce que la presbytie? On l'a fait. Sachoa, bonjour. Bernard, un myope astigmate et presbyte peut-il se faire opérer? Oui, on y a répondu. Oui, on a répondu oui. Ça, ouais. À quel moment on a répondu? Je pense qu'il faut revenir sur à quel moment. Oui. Il y a une question qui est assez intéressante. À quel moment est-ce qu'il faut se faire opérer dès que la presbytie apparaît?
comme on l'a dit, ça dépend, comme tu l'as dit, Claudio, ça dépend de la gêne du patient. Et vous dites à 50 ans, mais les hypermétropes, ils sont beaucoup plus vite gênés. Il y a des forts hypermétropes qui, à 38 ans, sont gênés. C'est vrai. Ils peuvent déjà se faire opérer. Et on va, comme dit Jérôme Blondel, on va ajouter la sphéricité dont tu vas nous parler pour qu'on traite la presbytie. Donc pour chaque patient, au moment où il commence à être gêné, effectivement pour un hémétrope, ça sera vers 48-50 ans ou 45, au moment où il voit vraiment qu'il n'arrive plus à lire ou que son bras devient trop court, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est important pour les patients. Alors il y a d'autres questions. Troizef, là. Tu avais une question, Claude, non ? Tu avais une question, tu voulais répondre à une question ? En fait, il y a une question qui de Troizef. Est-on sûr d'être parfaitement corrigé ou faut-il souvent, pour la vision de près, garder des lunettes moins puissantes ? En fait, c'est un peu de ce qu'on vient de répondre, c'est-à-dire que si on vous opère à un moment où votre presbytie ne fait que débuter, qu'elle existe, que vous commencez à la ressentir mais qu'elle n'est pas encore gênante, on va avoir du mal à vous donner les 20 ans de presbytie à venir. Donc il est probable que soit vous ayez besoin de reporter une paire de lunettes à un moment donné ou à un autre de l'évolution, soit d'être éventuellement réopéré. Tout notre travail, c'est c'est dans les examens préopératoires, dans l'interrogatoire préopératoire, c'est de vous faire comprendre que se faire opérer, c'est se faire opérer au bon moment. Et lorsque ça vous gêne, et en même temps, lorsque la chirurgie permet justement de prendre en charge le maximum d'années à venir. Mais, entre guillemets, ça fait partie du deal, c'est que la presbytie étant évolutive et votre activité quotidienne n'étant pas la même pour tout le monde, il y a des gens qui jouent au Scrabble toute la journée, qui regardent dans le dictionnaire toute la journée ou qui apprennent par cœur l'annuaire. Cette chose-là, c'est difficile à lire sans lunettes. Et vous garantir que ça ne sera jamais nécessaire d'être aidé par une paire de lunettes, c'est compliqué. Par contre, une activité quotidienne, entre guillemets, que j'appelle normale, c'est-à-dire je vais au bureau, je bouquine un peu le soir, je vais faire mes courses, je conduis, c'est-à-dire la vie de tous les jours pour plus de 90% d'entre nous, là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait géré. Donc c'est vraiment dans les examens préopératoires, il y a la discussion avec les patients qui est primordiale, que vous compreniez que chacun, en fait, il y a une sorte de contrat. Voilà ce que je peux faire pour vous, voilà où je vous amène, voilà comment je vous y amène et combien de temps ça va durer. Vous êtes d'accord ? On peut y aller. Ou alors c'est un peu trop tôt. On pourrait demander à notre confrère son vécu de myope. Ce qui m'a décidé à me faire opérer, c'est que je n'arrivais plus à lire l'annuaire. Il fallait que je prenne une loupe, c'était une catastrophe, c'était horrible. Je ne pouvais plus retirer des fils à des patients, il fallait que je prévoie à l'avance, il fallait que je prenne ma grosse loupe, que je prévoie la bonne distance, c'était terrible. Hein. L'ordinateur, il fallait que je le mette à la bonne distance, avec mes lunettes de myopie. Hein. Donc alors je jonglais entre lunettes de myopie, les verres de contact progressifs, et je ne les supportais plus de toute façon. Donc c'est ce qui m'a vraiment décidé, c'était ça. Donc j'ai été opérée à 52 ans. Vous étiez mûr pour la chirurgie, en fait. Ah, j'étais mûr, il me l'avait proposé quelques années avant, et puis c'est moi qui n'ai pas voulu, j'étais très bien avec mes lunettes de myopie, mes verres de contact de myopie. Je supportais très bien. Hein. C'est exactement ça. Notre travail un petit peu, c'est pas de susciter l'envie, c'est que dire les choses qui existent technologiquement, qu'on a à leur disposition des patients, et c'est le patient évidemment qui décide de son moment pour savoir laquelle. En attendant, maintenant, depuis que je suis opérée, j'ai une qualité de vie qui est nettement meilleure, puisque je ne porte plus de lunettes dans la vie de tous les jours. J'ai plus de verres de contact, je n'ai plus de lunettes, je n'ai plus rien. Il y a que de temps en temps, j'ai une petite paire de lunettes quand je dois conduire, j'ai un voyage à faire, je vois pas bien les panneaux de loin, donc je mets ces lunettes que tu m'as prescrites uniquement. Exactement. Je crois que le mot à point, c'est honnête et c'est important. Elles sont dans la voiture, donc j'ai mis uniquement à ce moment-là. Merci Joséphine. C'est vrai que c'est une technique opératoire. C'est pas toujours miraculeux, bien entendu. On essaie de faire le plus parfaitement possible, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas promettre aux patients, il faut être honnête, il ne faut pas promettre aux patients, en tout cas pour tous les patients, pas du tout de lunettes. Il faut dire qu'on va améliorer la vue, c'est certain. Souvent, il faut beaucoup d'éclairage, mais ça a porté des lunettes depuis l'âge de 6 ans, je peux vous dire que là, moi, c'est le jour et la nuit. Ça change la vie. Ça change la vie. C'est pas une cure de jouvence. On n'a pas un œil de 20 ans. Justement, on n'a pas un œil de 20 ans, donc l'œil vieillit. Tout à fait. Donc, il faut bien vivre avec. C'est comme ça, l'œil vieillit, on jouer avec. On a le docteur Mess là, qui nous dit justement, c'est ce qu'on parle, est-ce qu'on est sûr du résultat du chirurgien ? Non, il y a le résultat qu'on espère, et dans la vraie vie, il peut y avoir des décalages, et effectivement, je crois que l'honnêteté est de dire qu'on va certainement donner de l'autonomie,
changer la vie, diminuer la dépendance aux lunettes, ça c'est des mots qui sont justes, mais c'est vrai que parfois il y a tout de même d'un verre d'appoint qui se comprend bien, et c'est vrai comme tu le disais, si tu portes des lunettes de loin, tu nous as dit à l'instant, de temps en temps, tu me disais que pour conduire actuellement c'est la nuit peut-être. Je les mets uniquement quand je fais un grand voyage, quand je connais la route je mets même plus, maintenant quand je fais un voyage que je connais pas, donc je mets mes lunettes pour conduire si j'ai 400 bornes à faire pour voir les panneaux de loin, c'est tout. Mais tu considères pas que c'est un échec de l'opération? Ah non, alors moi je suis totalement satisfaite, moi j'ai vraiment aucun problème. C'est bien. Je m'attendais même pas, quand je suis venue te voir pour faire opérer, je m'attendais que tu me récupérais soit la myopie, soit la presbytie. Donc en fait, les deux ont été récupérés presque totalement, donc j'ai rien à dire. C'est vrai qu'au niveau des myopes, on a très très bons résultats. Ouais. Et tu avais eu des questions, Jérôme? Non, il y avait d'autres questions? Vous m'aidez en même temps, hein, tout le monde travaille là. Alors, y a-t-il des risques? Alors ça c'est important, c'est normal, c'est une question qui va revenir forcément assez régulièrement. J'avance tout doucement dans mon diaporama en même temps parce que c'est des choses un petit peu acquises, ça. C'était pour vous montrer rapidement quand même où on en était dans l'ISOVISION. On a fait depuis plusieurs années, mais on a une version logicielle qui est stabilisée depuis 2012 et dans différents pays, on a traité comme 1000 œils à peu près récemment. Vous voyez que c'est une technique qui commence à se répandre assez largement. Donc les risques, qu'est-ce que tu penses, Claude? Qu'est-ce que tu pourrais dire comme risque? Tout d'abord, il faut dire que les traitements presbylaciques ISOVISION, c'est un LASIK classique. Oui. Donc, voilà. Excuse-moi de nous couper. Je vous excuse, chers internautes. On a tous des mots un petit peu ésotériques en ophtalmologie. Oui, c'est quoi un LASIK, Claude? Explique-nous. LASIK, c'est une technique traditionnelle, habituelle pour corriger la myopie et les problèmes visuels qui consistent à remodeler la surface de la cornée. Donc il y a une découpe qu'on fait sur la surface antérieure de la cornée et après on applique un laser qu'on appelle eximère qui va remodeler les tissus cornéens de telle façon de compenser soit la presbytie, la myopie, l'astigmatisme. Donc c'est une technique qu'on fait depuis 20 ans. Donc les risques de la chirurgie de la presbytie sont liés aux risques de la chirurgie LASIK classique conventionnelle qu'on fait depuis 20 ans. Alors quels sont ces risques, Claudio? Donc, précisément. Les risques sont... Donc il faut tout d'abord dire est-ce qu'on peut faire de la vue avec un laser? Non, c'est impossible maintenant avec tous les nouveaux avancées techniques, c'est impossible. Mais il faut dire qu'il y a un bilan très sérieux, très approfondi au départ, qu'on va évaluer la possibilité d'appliquer une technique LASIK classique à ces patients. Donc il faut voir quelle est la structure, la forme de la cornée, l'épaisseur de la cornée, enfin s'il y a des risques pour cet œil d'appliquer les lasers. Si finalement on a décidé qu'il n'y a pas de risque, tu veux dire le bilan préopératoire qui doit être sérieusement, c'est très complet, voilà. Ici, après, on voit qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun problème d'appliquer les lasers eximères pour compenser soit la presbytie, la myopie, l'astigmatisme et l'hypermétropie. Donc finalement, c'est une procédure très sûre et sécurisante pour les patients avec de très bons résultats. C'est vrai qu'il n'y a qu'un risque infectieux qui nous angoisse tous. Oui, mais comme on le sait, ce risque infectieux, il est ponctuel puisque l'intervention dure quelques secondes dans un abcès de cornée. C'est un risque infectieux qui est proportionné à celui qui porte des lentilles. Quand vous portez des lentilles sur votre œil, c'est un corps étranger. Vous le mettez tous les matins sans penser au risque infectieux que vous prenez, et vous en prenez un. Vous pouvez prendre des douches avec une lentille alors que c'est interdit et la plupart d'entre vous le faites. Vous pouvez dormir avec alors que c'est pas toujours autorisé pour certaines lentilles. Vous pouvez aller vous baigner en piscine avec ces lentilles, ce qui n'est toujours pas autorisé normalement. Donc vous prenez un risque infectieux qui est beaucoup plus important avec vos lentilles sans y penser. Bien sûr. Et donc c'est à relativiser au risque infectieux que vous avez ponctuellement le jour de l'intervention dans un bloc opératoire en plus, donc dans des conditions stériles, avec un traitement antibiotique post-opératoire obligatoire. Donc ce risque infectieux est infinitésimal par rapport au risque infectieux que vous avez en portant des lentilles. Donc moi, chaque fois quand on me pose la question quels sont les risques, je dis il y en a un principal, c'est le risque infectieux, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites de vos lentilles tous les matins? Donc ça c'est la première chose. Après, il y a par rapport à la presbytie, il y a des risques un petit peu plus, qui sont un petit peu plus spécifiques de la presbytie. D'abord, c'est le risque d'être déçu, parce que vous n'avez pas prévenu le patient, par exemple, que
que vous l'opérez à 45 ans alors que sa presbytie ne le gêne pas encore trop et que donc il est un peu déçu que les résultats ne tiennent pas le 25 ans comme il espérait que ça dure parce que vous n'avez pas pris le temps d'expliquer les choses. Donc ça c'est pour moi le plus gros risque et c'est pour ça que la consultation préopératoire est vraiment très longue. D'abord parce qu'il y a des examens paracliniques qui vérifient que l'œil soit opérable et ensuite parce qu'il y a un discours important pour expliquer comment ça se passe et qu'est-ce qui va se passer après. Et après, il y a pour moi 4 risques principaux. D'abord, on augmente la sécheresse oculaire, parce qu'après 50 ans, la qualité des larmes est médiocre. Donc ça, il faut les prévenir, c'est pas bien méchant, mais il y a besoin de larmes artificielles, il faut les traiter, il faut être là derrière. On change la vision, donc on peut avoir une fatigabilité visuelle sur un écran d'ordinateur notamment. Donc ça se rééduque, ça s'apprend, c'est du traitement orthoptique, mais il faut les prévenir. Il y a les troubles visuels de loin ou de près, le temps que l'œil se mette en place. Et ça, c'est important. C'est pas un traitement de myopie ou c'est un traitement entre guillemets basique où dès le lendemain le patient voit à 100% et que c'est stable. Non, au départ, il y a une phase d'apprentissage. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début, vous avez dit au début, je mettais un peu plus mes lunettes quand j'étais au volant et puis finalement, progressivement, je les ai atténuées. C'est un peu comme si vous voulez, il y a une adaptation, une habituation à la situation, et une tolérance qui se met en place. Et donc ça peut prendre un petit peu de temps et ça dépend des patients. Et ça, si vous les prévenez pas, eh ben c'est plus compliqué à gérer parce que les gens peuvent s'en plaindre. Et c'est là où je pense que tout le monde n'est pas égal par rapport à ça, en fait. C'est important de les prévenir s'il y a des gens qui ne tolèrent pas quelques semaines d'attente ou quelques mois d'attente, alors que d'autres peuvent très bien le gérer sans aucun souci. Et ça, il faut les prévenir. Il faut être là. Parce qu'il peut y avoir des verres de correction intermédiaires. Mais il faut bien signaler que ce que dit Jérôme, les risques qui étaient nommés, dites tout à l'heure, la sécheresse oculaire et les problèmes de l'infection, il faut bien dire que ce n'est pas un risque lié à la chirurgie de la presbytie, c'est un risque lié aux procédures LASIK standard. Donc, c'est pas que la chirurgie de la presbytie. Il n'y a pas plus de risque infectieux dans le cadre d'une chirurgie de presbytie. Par contre, ce que tu viens de dire, c'est très important. Les risques de la chirurgie de la presbytie, c'est plutôt l'attente des patients qui est dessus, et bien sûr, cette période de neuroadaptation, que ça fait des fois 6 mois. Donc, les patients, il faut qu'ils soient très bien informés, qu'ils savent 6 mois pour bien s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Alors, c'est vrai que toi, Joséphine, ça a été rapide. Hein. Tu me disais quelques jours, quoi. Quelques jours, hein. tout à fait. Mais il y a certains. Même, je pouvais relire sans lunettes. Voilà. C'était vraiment. Mais il y a des patients. C'était un miracle, moi. Oui, moi oui. Mais il y a des patients, ça peut durer plus longtemps. Je ne voyais même pas les joints d'écarlage dans ta salle, là où tu m'as allongé après l'opération. Et quand j'ai été opérée, je revoyais les joints de carrelage. Je l'ai même vu sans lunettes. Moi, j'étais éblouie, pas par toi, mais éblouie par le miracle de l'opération. D'accord. Ah non, moi, je suis vraiment très contente. Alors on me dit comment choisir son chirurgien. Bon, ça après c'est difficile à. Son chirurgien et sa machine, parce que je pense que et le plateau technique. Je pense que le chirurgien est peut-être la question la moins importante, mais par contre la machine est très importante. Je suis d'accord avec toi. Et je l'allais dire, vous voyez, on va faire une aparté ici qui est technologique, on va dire. La chirurgie réfractive nécessite des plateaux techniques très très lourds, hein, c'est vrai, des machines très modernes, très bien entretenus, etc. Une formation du personnel, une formation des correspondants qui viennent opérer sur nos centres laser. Et donc c'est vrai qu'un critère de qualité quand même pourrait un petit peu indiquer aux patients tout de même, c'est que justement c'est volumétrique tout simplement. Hein, si vous avez quand même, vous êtes d'accord, hein, si vous avez des centres avec des volumes qui sont importants, on peut penser tout de même que les machines sont à jour et que effectivement les opérateurs sont quand même compétents. Et puis maintenant, c'est vrai que maintenant tout se sait de toute façon. Hein, il y a aussi des avis sur les réseaux sociaux, sur le web, sur le web, les patients pas contents, ça se dit. Donc je pense quand même qu'on peut indiquer aux patients qui cherchent son opérateur plus près de chez lui, quand même, c'est logique, de voir un petit peu ce qu'il entend dire sur ce centre, et voilà, et puis de savoir qu'il y a un certain volume. Alors vous pouvez aussi vous aider en sachant que si vous allez voir un de nos confrères qui ferait très peu d'examens, c'est pas un examen. Nous on fait des examens qui durent pratiquement 2 heures. Si on compte, l'exploration donc paraclinique avec tous les appareils, on ne va pas détailler, ça sert à rien, des abéromètres, des topographes, etc. Des examens de rétine, enfin des examens complets de l'œil, car on ne doit pas examiner bien sûr que la cornée, mais l'œil dans son ensemble. Hein. On trouve parfois des pathologies au cours de ce bilan préopératoire, c'est important, des glaucomes, des choses comme ça, on peut trouver parfois, et qu'on se charge de traiter bien évidemment. Donc si vous avez, j'allais dire, un dialogue aussi avec le praticien qui vous paraît trop court, trop sommaire, si
ne prend pas le temps de vous expliquer les choses, s'il ne répond pas à vos questions, et si l'examen vous paraît quand même léger, je pense qu'on peut avoir licitement un doute sur la qualité générale de la prise en charge, si vous voulez. Parce que moins on vous prend en charge avant, on peut aussi avoir des doutes sur le suivi post-opératoire, etc. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, choisir son praticien. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Qu'est-ce que tu en penses, Joséphine, toi, quand tu... Pas moi spécialement, mais en général, en tant que médecin, bien sûr que tu... Comment vous avez débarqué? Comment vous êtes arrivé justement chez le Dr. On se connaît depuis longtemps. D'accord. Très longtemps. Il a suivi ma fille, ensuite toute la famille a suivi, puis après il s'est mis au laser. D'accord. Et puis j'ai envoyé des patients. Oui, par des patients aussi. C'est moi qui me suis fait opérer en premier, puis je t'ai envoyé des patients. C'est bien. Et puis c'est vrai que tout le monde est content. Alors on a très bons échos. Merci Joséphine. Là, donc les questions, ça y est, j'ai bien maîtrisé le tweet. Mais je pense que pour résumer, c'est au premier choisir quelqu'un qui est dans la région parce que c'est plus simple pour les patients, comme tu l'as si bien souligné. Et puis effectivement, pour le suivi en même temps. Pour le suivi, parce qu'après il faut suivre nos patients. Et puis le volume, le nombre de patients opérés est important parce que il y a toute une équipe, comme tu le dis, qui est entraînée, etc. Et ça c'est très important. Mais on n'a toujours pas parlé, à mon avis, qui est extrêmement important, c'est que le patient choisisse aussi sa machine, parce qu'on n'arrive pas à faire un même traitement avec n'importe quelle machine. Et nous, on a changé, on est à notre 5e génération de machines, et il y a une énorme évolution. Et pour utiliser l'ISO Advanced Vision, on ne peut pas utiliser n'importe quelle machine. Et on a des bien meilleurs traitements avec certaines machines. Je pense que tu vas en parler. Je pense qu'il faut en parler actuellement. C'est vrai. On va revenir un petit peu en arrière sur le diaporama. J'ai pas photographié le laser parce que c'était pas le... Il y a une question toute bête, c'est est-ce que ces techniques sont-elles remboursées? Alors la réponse est très simple, c'est non. Non, c'est pas remboursé. En tout cas, pour parler de la France, Sécurité sociale, elle n'intervient pas. Votre mutuelle, peut-être. Ça dépend des contrats, ça dépend des assurances et ça dépend de votre contrat. Donc il faut toujours poser la question. Mais pour être honnête, c'est très limité au niveau remboursement. Maintenant, encore une fois, il faut proportionner à l'argent que vous dépensez depuis des années sur le renouvellement des lunettes et des lentilles. Donc même si au départ l'investissement est peut-être plus important, au final vous le rentabilisez très très vite. Mais il n'y a pas d'intervention des instances générales. Non. Il y a une question ici, Fred, qui dit si on peut se faire réopérer. Bon, la réponse est oui. La réponse est oui, mais il faut dire quand même que tous les bilans qu'on fait avant de prendre la première décision, c'est d'assurer au maximum aux patients les maximum de temps de la réussite de cette chirurgie. Mais il y a des patients, comme disait le docteur Blondel tout à l'heure, qu'on peut, quelques années plus tard, 5, 10 ans plus tard, parce qu'ils se sont faits très tôt, ils peuvent se faire réopérer plus tard. Mais le but, c'est quand même de donner le maximum de confort pour le maximum de temps. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est très important de savoir que le patient, il faut qu'il ait donc un suivi. La chirurgie réfractive, c'est une chirurgie, c'est un suivi à vie, j'allais dire. C'est pas quelque chose dont on voit le patient, on s'en occupe plus. Effectivement, l'œil va vieillir. Il peut y avoir des pathologies, notamment la question la plus fréquente, c'est quand même par rapport à la chirurgie de la cataracte. Eh bien, non, on n'a pas fait une bêtise de se faire un traitement de presbytie plus jeune, j'allais dire. Quand la cataracte se fera, on maîtrise bien, on sait faire la cataracte sans difficulté. Et inversement, on a même maintenant de nouvelles horizons qui s'ouvrent. On avait parlé tout à l'heure des implants diffractifs, des implants qui sont donc avec des anneaux, des espèces d'anneaux réfractifs qui donnent parfois des halos nocturnes. On pense peut-être qu'aujourd'hui, ce serait peut-être mieux de faire des implants monofocaux pour les cataractes, ça veut dire juste pour la vision de loin, et de redonner une profondeur de champ, une vision de près par le laser justement, qui pourrait être fait donc soit avant la cataracte, soit après. C'est assez souple finalement. Donc le patient est sûr qu'on peut assurer un suivi un suivi à vie, je veux dire, et en fonction de du vieillissement de l'œil et de ses différentes pathologies. Donc on disait, vous avez une question là peut-être? Non. On disait justement que c'est pas fait. C'est important, Jérôme. Effectivement, le prix, disons les choses. On est là pour ça aussi. Bien sûr, vous pouvez vous faire opérer parfois en faisant quelques milliers de kilomètres dans d'autres pays, etc. Alors, on dit pas que c'est pas la même qualité, c'est pas l'objet. Les lasers peuvent être les mêmes. On peut vous expliquer tout est pareil. Simplement, je pense qu'effectivement, comme tu disais, rien que le côté du suivi, si vous voulez. C'est important d'avoir quand même quelqu'un qui est près de chez soi. Je pense que c'est du bon sens. Moi, je ne me ferai pas opérer trop loin du fait que voilà.
Alors parlons des machines, c'est important effectivement. Il y a donc tout un tas de machines qui existent. Et nous travaillons dans ce groupe d'experts ici présents. Nous avons donc choisi, pour différentes raisons d'asphéricité, justement on va un petit peu détailler ce point, faire du laser donc sur la machine Wavelight. C'est donc un laser allemand qui a été mis au point en 1998 avec de nombreux appareils depuis. Et maintenant c'est un des seuls lasers qui peut maîtriser cette asphéricité avec lequel on peut jouer, entre guillemets, on peut vraiment avoir des choses précises et qui nous a permis donc, de développer cette fameuse technique d'isovision par rapport à la monovision. Donc les autres lasers font plutôt de la monovision et ce laser est capable de faire de l'isovision. Oui, c'est la seule machine qui permet de régler la sphéricité actuellement dans le monde entier. Donc il n'y a que celle-là qui permet aux chirurgiens de traiter un patient avec son œil de départ pour arriver à un presbylastique d'arrivée. C'est extrêmement important. Bien sûr. Il y a des machines qui corrigent, qui font des presbylasiques, mais on ne peut pas le customiser. Voilà. C'est extrêmement important. Ça, les autres machines, on presse sur un bouton et c'est l'ingénieur de la société qui a calculé pour tout le monde à peu près pareil. Et le deuxième problème, c'est en cas justement d'incident ou d'un résultat qui ne soit pas aussi performant qu'on le souhaiterait, on ne sait pas, il ne propose pas de retouche ou d'upgrade. Voilà. C'est important ça. Alors que là, on peut justement Et puis surtout, il faut bien dire qu'est-ce que c'est la sphéricité. La sphéricité, c'est la capacité que nous avons maintenant avec cette machine de changer ou moduler la forme de la cornée de telle façon que les rayons lumineux tombent directement sur la rétine, donc de favoriser une vision nette, soit de près et de loin. Donc cette machine nous permet de quelque façon personnaliser la forme de la cornée à chaque patient, à chaque œil, à chaque patient selon les besoins de chaque individu. C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est comme un appareil photo. Ceux qui font de la photographie avec différentes lentilles dans l'appareil, on peut justement focaliser différents. Tout le monde sait faire ça quand on prend des photos, le près, l'intermédiaire, le loin. Et bien avec cette multifocalité cornéenne, par asphéricité, on arrive justement à avoir les différents plans qui soient corrects. Sinon, effectivement, Joséphine, on t'aurait opéré ta myopie. Donc tu aurais eu une vision de loin excellente, mais de près tu aurais perdu. Et la vision intermédiaire, elle est bonne aussi, c'est important. J'ai pas de souci. Vision intermédiaire, ça veut dire l'ordinateur, tableau de bord de voiture. On n'a plus de questions, je sais pas. Si, c'est une question d'Edouard qui demande est-ce que ces techniques sont répandues en France et en Europe? Oui. Alors, non. Voilà. Non. Ça fait... 15 ans que sur Nice, entre Chobart, Telandro, Guénassia, ils se sont lancés dans l'aventure de la chirurgie de la presbytie. Ils se sont fait traiter un peu de sorciers brûlés sur le bûcher. Et puis, au fur et à mesure que les gens opérés, on voit bien, de toute façon, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, qu'on se rend compte que les gens sont contents. Donc, on sait que c'est une technique qui marche très bien, mais on a encore beaucoup, même de nos confrères, qui sont encore relativement réticents, simplement parce que de toute façon, ils ne connaissent pas comment ça marche et ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas le gérer. Donc, c'est un peu... Donc non, aujourd'hui, le LASIK myopique, oui, c'est répandu. De l'hypermétropie également, l'astigmatisme très bien. La presbytie, non, c'est encore relativement peu répandu. La monovision, on l'a fait partout. La monovision, oui, mais la chirurgie presbytie est dans le sens... Enfin, moi, ce que j'appelle, c'est l'isovision, c'est-à-dire c'est les deux yeux qui travaillent ensemble. Donc non, ça, c'est pas peu répandu. D'abord parce que... eh bien, ça fait un petit peu peur aux praticiens, ça faut être honnête. Et puis parce que, comme on vient de dire, il y a... Aujourd'hui, même si moi personnellement j'ai aucun intérêt financier avec la boîte, on est obligé de faire de la pub pour eux parce que c'est le seul laser qui nous permet de faire ça. Les autres ont développé un logiciel qui est intégré, qui permettrait de faire la chirurgie de la presbytie, mais le rôle de l'ophtalmo, c'est juste d'appuyer sur la pédale. Donc il n'y a aucune gestion de la part du chirurgien, c'est quand même théoriquement notre travail, et on ne peut absolument pas gérer cette chirurgie de presbytie. Alors qu'avec ce laser-là, on fait adapté aux patients, et dans la mesure où c'est le seul laser qui peut le faire, tout le monde n'a pas ce même laser. Donc, mais alors, Jérôme, tout le monde se demande
quel est le nom de ce laser? Parce que finalement, on va tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit, mais toi, tu as dit que tu avais des intérêts financiers, donc tu peux le dire. Non, mais non, pas dans le laser. Moi, nous, on n'est pas. Puisqu'on en a parlé, c'est le Wavelight. Oui, le Wavelight, société Allegretto. Laser Allegretto Wavelight, et maintenant c'est Alcon dans la question 500. En Europe et en France, c'est comme tu l'as dit en France que ça s'est développé, et surtout sur la côte, et entre autres à Nice, à New Vision Nice. Mais potentiellement en France, il y a une trentaine de machines qui sont capables de le faire. Alors c'est pas forcément que le chirurgien, lui, a la maîtrise de la chose, mais il a la machine il a l'outil de travail, si vous voulez. Donc après, nous, on peut vous indiquer après éventuellement quel est votre praticien expérimenté sur cette technique. Mais il faut ajouter une chose, que c'est pas que la machine et que le logiciel. Il faut un chirurgien, un médecin qui sache gérer les patients. Bien sûr. Parce que la démarche post-opératoire d'un patient qui s'est fait opérer de la presbytie, c'est complètement différent d'un patient qui s'est fait opérer de la myopie. Mais bien sûr. Donc c'est important. Donc l'expertise, la connaissance, la compréhension de ce qu'on fait, c'est très important. Oui. Mais souvent aujourd'hui, quand vous êtes amené à avoir besoin ou envie de changer de laser pour évoluer, si vous voulez faire de la chirurgie de la presbytie, vous allez vous orienter vers ce laser-là ou vous achetez ce laser-là pour faire de la presbytie. Donc, un centre qui a ce laser-là, il y a au moins un qui gère la chirurgie de la presbytie à l'intérieur parce que justement, c'est celui qui nous permet de le faire. Après, pour les patients qui cherchent un site, un endroit où se faire opérer près de chez eux, ils vont sur le site de Advance Isovision, et puis ils ont ceux qui utilisent la formule et puis qui ont la machine. Après, c'est clair qu'il y en aura beaucoup plus ces prochaines années, mais actuellement, c'est ces machines et cette formule que nous utilisons. Voilà. Et on a aussi maintenant fait un site patient qui s'appelle isovision.info. Isovision.info qui est dédié aux patients avec c'est en cours, avec une géolocalisation justement pour répondre à la question comment choisir son chirurgien. Il y a une géolocalisation pour trouver le chirurgien standard. Alors, il y a une question à laquelle je pense que vous pourriez très bien répondre, c'est est-ce que c'est une intervention en ambulatoire et est-ce qu'il y a une nécessité d'arrêt de travail? Donc je pense que c'est très bien pour vous. Pas d'arrêt de travail, je suis restée 1 heure en clinique et puis je suis rentrée chez moi. Donc bon, c'est vrai que je m'étais arrangée pour me faire opérer pendant mes vacances. En général, je prends 3 semaines en été pour être sûr de ne pas attraper un virus comme je suis médecin. Mais non, pas d'arrêt de travail, pas de douleur, vraiment rien. Bon. À part mettre ses gouttes tous les jours. Hein. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on peut pas, il n'y a pas, dans la mesure où c'est une intervention considérée comme chirurgie de confort, où il n'y a pas d'intervention des instances, il n'y a pas d'arrêt de travail possible. Donc c'est simple. Il faut prendre des congés, il faut s'arranger. Il faut s'organiser soi-même. Mais quel délai, qu'est-ce que vous proposez comme temps d'arrêt moyen minimum? Ça dépend du métier, ça dépend de plein de choses. Hein. Il faut dialoguer avec son patient. Ça dépend du métier. Bien sûr. Notre docteur en face qui est indépendante, elle va retravailler l'heure d'après. Quelqu'un qui est... non. C'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que si on opère par exemple le vendredi, le lundi, la plupart sont 90% des patients ou 99% des patients peuvent retravailler. On peut travailler même le lendemain. Mais c'est en fait pas toujours. C'est purement psychologique. Ça permet d'être plus détendu, de se dire j'ai 3 jours pour m'en remettre au cas où, plutôt de se dire dès le lendemain il faut que je reprenne le volant pour aller au travail. Ça rajoute un facteur stress qui est tout à fait gérable autrement. En Suisse, où les patients ont un arrêt de travail, on leur donne volontiers 4 jours. Les 5 jours. Et puis l'indépendant, il va retravailler tout de suite, et le fonctionnaire, il va prendre 1 semaine. Mais ça, c'est tout à fait normal. Coupez cette séance. Non, mais ce qu'on veut dire sincèrement, il faut, je pense, il y a 2 choses. Il faut bien discuter avec son patient pour évaluer ses besoins, car bien sûr, souvent le patient du vendredi au lundi est opérationnel, mais pas toujours. Alors ce qu'il faut éviter, si vous voulez, c'est un petit peu l'impasse. Moi, vous avez le VRP, si vous voulez, qui fait beaucoup d'ordinateurs et de routes. Je vais lui dire, écoute, la semaine suivante, pas forcément de s'arrêter parce que ça lui coûte aussi forcément, mais peut-être d'éviter des grands trajets, de faire des trajets plus courts, des choses comme ça. Dosser le travail. Ne pas faire un comptable la veille du mois de mai où il y a tous les bilans, vous voyez, des choses comme ça, qui puissent prévoir un petit peu. Et puis effectivement, nous, normalement, il est censé, le patient, poser des congés, puisque c'est de la chirurgie esthétique, malheureusement c'est considéré comme esthétique, alors que c'est fonctionnel en réalité. Hein. Enfin, esthétique like, mais voilà. Alors on me dit, je vais répondre aussi à la question parce qu'il faut être, on est vraiment en transparence, hein, c'est l'objet aussi. Hein.
détailler l'opération. Attendez voir. J'ai vu à un moment donné, c'était marqué quel est le prix de l'opération. Donc je vais voir un petit peu comment on peut répondre. Je vais répondre pour moi, si vous voulez, c'est plus simple. Donc nous, sur Nancy, voilà, enfin, c'est les prix que je pratique. Hein. En PKR, donc des traitements jeunes de surface, c'est 2000 € pour les 2 yeux, 1000 € de l'œil. En femto, quand on fait la coupe, on utilise donc 2 lasers, 2 machines, c'est 1500 € de l'œil. Et en presbytie, on est à 2000 € de l'œil. Mais ça comprend bien sûr tous les examens, tout le suivi et des éventuels retraitements s'il y a besoin. C'est vraiment une prise en charge très, très, très complète. Voilà mon prix sur Nancy. Ouais, on est au même, vous êtes pareil, tarif. Hein, sur le presbytie au laser, c'est les mêmes tarifs. Alors c'est vrai que les gens parfois ils rigolent parce qu'on les opère. L'opération, on va en parler, ça dure quelques minutes seulement. Ça fait cher la seconde effectivement, mais c'est vrai que, j'allais dire, c'est de la technologie, ça coûte. Et c'est pas le temps qui compte, c'est la précision dans ces cas-là. Hein. Et effectivement, la précision, elle a un prix. Effectivement, il y a un savoir-faire aussi d'Isovision qui est quand même particulier. Très bien. Alors, qu'est-ce que il y a surtout aussi un matériel et un investissement qui est totalement invraisemblable. Et c'est là-dessus que le coût est reporté. Ça se compte en millions d'euros quand même. Si on veut des choses, si on veut un plateau technique qui soit de qualité. Il y a une question toute simple, c'est est-ce que les 2 yeux sont faits ensemble? Oui. Toujours. Oui, voilà, exactement. Alors, je dirais qu'ils ne sont pas faits ensemble. Moi, je dis à mes patients qu'ils sont jamais faits ensemble parce qu'en fait, pour des raisons médico-légales, en fait, il y a une intervention qui est faite et ensuite on change tout le setup et on refait une autre intervention dans les 3 minutes qui viennent ou dans les 5 minutes qui viennent. Mais c'est 2 interventions différentes. Et on vérifie bien que tout est en ordre pour le premier œil, que le flap, le couvercle est bien fermé. Et seulement si tout est en ordre, on fait le 2e œil. Et c'est 2 opérations à 5 minutes de différence. Mais je pense que c'est important de le dire. C'est pas les 2 yeux en même temps. Et le coup, c'était Albert. Merci Albert pour les tweets. Oui, effectivement, c'est donc considéré comme 2 actes opératoires, sur un plan qu'on appelle médico-légal, mais c'est fait dans la même séance à quelques minutes d'intervalle. Il n'y a pas de difficulté. Et c'est vrai c'est important, on recheck, on prend pas à la légère, c'est-à-dire que chaque œil est considéré bien sûr dans sa gravité, dans son potentiel maximum, et donc le plan opératoire bien sûr est différent pour chaque œil. Et puisque c'est hautement customisé, et d'autre part, bien sûr, au niveau tout ce qui est matériel chirurgical, l'asepsie, le champ opératoire, c'est chaque fois refait. Si on remet des gouttes anesthésiantes, on remet des gouttes antiseptiques, on recheck bien sûr chaque fois les lasers. Donc c'est pas comme ça, c'est vraiment 2 opérations, mais même si c'est en un seul temps opératoire. En tout, moi je dis aux patients en général, ils nous en ont pour 1 heure à peu près, entre le temps de rentrer à la clinique et le temps de repartir. L'opération dure un quart d'heure parce qu'il y a aussi du positionnement de l'installation. Parce qu'on me demande un petit peu détaillé comment ça se passe une séance opératoire. Mais pour ceci, j'ai préféré que ce soit finalement Joséphine, si tu as encore souvenir, il y a 4 ans, comment ça s'est passé, l'accueil, tout ça. Tu racontes ton expérience. Donc un œil après l'autre. Ensuite, tu m'as mis une demi-heure dans une salle à côté pour que je me repose et tu m'as fait lire juste après. Puis donc je voyais bien, et puis je suis rentrée chez moi avec mes lunettes et puis mes gouttes. Tu avais dû prendre un petit relaxant. Alors j'ai pris tout de même un demi-comprimé de Lexomil juste avant, parce que tu m'as conseillé de le prendre. Quand on n'a pas l'habitude, oui c'est bien. on dort presque. Hein. Mais tu penses que c'est recommandé? Je veux dire, c'est important ça. Oui, ça détend, parce que j'étais très stressée quand même. Les yeux c'est particulier, c'est vrai. Même si moi qui avais fait la demande, j'étais quand même un peu angoissée, donc si. Ça vaut le coup. Et la douleur pendant j'ai rien senti, mais à part la pression de l'appareil qui a duré 20 secondes par œil, je n'ai rien senti du tout. Et qu'est-ce que vous avez vu sous l'appareil? Je voyais rien. De toute façon, j'avais la petite lumière verte. Je voyais rien du tout. Il y a un moment donné où ça devient quand même un petit peu blanc et noir. Je voyais une petite lumière de temps en temps, mais bon. Et on vous a fait suivre une petite lumière verte qui clignote, si je me rappelle bien. C'est ça. D'accord. Donc en fait, pour le patient, il demande un petit peu qu'on détaille un petit peu l'opération. Tu peux nous expliquer que le dos, comment que ça se passe? Parce qu'on est allongé, on est sous le laser, allongé sur le dos. On met donc, il y a toujours la peur d'avoir l'œil qui se ferme, etc. Donc le blépharostat. Et puis nous expliquer les 2 temps, il y a un contact physique pour le femto, puis pas de physique. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? C'est 2 étapes, si vous voulez. Et donc la première étape, comme dit le docteur N, le patient est allongé, d'accord. Donc on met l'anesthésie, que c'est l'anesthésie topique qu'on appelle, ça veut dire des gouttes au niveau de l'œil. Donc l'œil a la sensation qui est touchée, mais pas de douleur. C'est important ça. Les patients, ils sentent
qu'on touche l'œil, mais pas de douleur. Donc on met un écarteur, d'accord, qui permet que l'œil soit complètement ouvert. Donc il vient la première partie, qui c'est la procédure de la découpe de la cornée qu'on fait au laser. Donc il y a une sorte de machine qui s'approche, qui touche l'œil. Donc pendant comme une grosse lentille un petit peu. C'est ça, comme une grosse lentille. Là, les patients ils sentent ça, mais pas de douleur. Donc pendant 10-15 secondes, le laser il fait la découpe de la cornée. Et après, ça y est, c'est fini cette partie. On soulève les capots qu'on a coupés, d'accord. Et finalement, pendant 15-20 minutes, 15-20 secondes, on fait l'application de laser excimer qui consiste en regarder une lumière. Donc, toutes les machines les plus performantes ont ce qu'on appelle les eye trackers. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui suit les mouvements de l'œil. Donc pendant 10 secondes, 20 secondes, le laser est délivré sur la surface de la cornée pour la remodeler. Pour la sculpter. Pour la sculpter, voilà. La remodeler, etc. Mais pour changer la forme. Donc ça prend au total la procédure elle-même pas plus de 5-6 minutes. Pareil. Oui, pareil. Voilà. Donc après qu'on a fini ça, on nettoie tous les débris cellulaires, d'accord. On lave l'interface de la cornée. L'interface, c'est donc entre la partie de cornée qu'on a soulevée et la partie en dessous. Voilà, donc on remet les capots, voilà, on sèche bien, on met des colliers antibiotiques, anti-inflammatoires, et voilà, ça y est, c'est fini. Alors c'est important dans ta description, il faut nous en parler Jérôme, c'est qu'il n'y a pas d'implant justement, et c'est naturel, je veux dire le capot c'est une des questions qui viennent souvent, comment ça tient, c'est une technique quand même qui est relativement naturelle entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de lentille, etc. Comment ça se passe Jérôme? Moi, quand on me pose la question, je donne toujours un petit peu la même chose, c'est un peu comme une sorte d'éponge. La cornée, c'est une structure qui ressemble effectivement à une éponge, qui a un niveau d'hydratation, il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. On nous félicite sur la qualité de l'info, qui est permanente, qui est stable. On va donc découper avec un laser à l'intérieur de cette cornée pour soulever le flap. On va faire le laser, le deuxième laser excimer, et en le reposant, cette structure, en la desséchant, comme vous avez très bien dit, on nettoie les débris puis on dessèche, il y a une sorte de coaptation entre les deux, puisque c'est la même chose, qui se retient tout seul. Alors c'est sûr que si vous frottez 1 heure après l'intervention votre œil comme un sauvage, vous pouvez effectivement peut-être redéplacer votre volet, mais une fois que cette surface est retapissée, ce qui prend quelques heures ou peut-être quelques jours pour certains patients, ça ne se redécolle pas, en tout cas comme ça. Vous pouvez refrotter vos yeux, ça ne se redécolle pas. Mais bon, en parlant des risques tout à l'heure, il y en a un qu'on a oublié, c'est celui-là, c'est ce flap. Vous pouvez, lors d'un traumatisme, c'est pour ça qu'on fait attention, par exemple, ceux qui font les sports de combat, lors d'un traumatisme, si vous faites du taekwondo, du judo, etc., le volet peut souffrir parce que c'est une structure qui reste un petit peu plus faible. Mais ça recolle en quelques heures, ça recolle très bien. En fait, le couvercle, il est... On appelle ça un capot cornéen, un flap en anglais, un couvercle. Il y a différents mots, mais quelle épaisseur ça fait, Jérôme, docteur Beauvais? On fait une découpe entre 90 et 130 microns, suivant les machines. Ça veut dire entre 90 et 130 microns, oui. Oui, 90 et 130 microns. On fait un couvercle et on referme le couvercle. Et en fait, ce couvercle, il est aspiré par une pompe endothéliale. Donc, il y a un système qui aspire toutes les molécules d'eau. Comme la surface est extrêmement grande du capot, en fait, ça colle extrêmement vite. Et comme l'a dit Jérôme Blondel, le seul risque qu'on peut avoir, c'est de se frotter les yeux comme ceci et éventuellement de déplacer le capot pour certaines personnes. Et ça, on l'a découvert il y a pas très longtemps, parce qu'avant, on fermait avec un fil tout le capot. Bien sûr, au départ, oui. Donc on ne savait pas que ça avait une telle aspiration qui bloquait le système. Et après seulement, il y a une cicatrisation qui se fait, mais sur les 6 mois. Donc c'est une cicatrisation lente et très progressive. Quelle épaisseur ce capot? Alors, tu disais 130 microns, mais ça parle par rapport à l'épaisseur de la cornée. Alors, pardon, la cornée, c'est 500 microns. C'est un demi-millimètre, quoi. Un demi-millimètre. Et là-dessus, on fait un capot de 110 si on utilise un femtoseconde. Donc ça fait 110 microns, on le soulève. Et puis ensuite, on fait un traitement suivant la métropie qu'on doit faire. On le fait de 15 à 20 microns. Et le traitement
traitement de la presbytie utilise c'est infinitésimal la couche qu'on enlève en périphérie. Très bien, très bien. Voilà. On peut continuer un petit peu peut-être le diaporama, quelques explications, si ça, un petit peu d'optique comme ça, c'est rigolo, parce que c'est vrai que la lumière, tout le monde connaît le prisme finalement, hein, qui décompose, vous savez, ou l'arc-en-ciel, tout le monde connaît ça un petit peu, comme quoi la lumière a différentes couleurs. C'est important la vision des couleurs, sans détailler plus. Mais on fait un petit rappel aussi, finalement, qui peut être un petit peu basique, mais c'est quoi qu'est-ce que la vision, qu'est-ce que le problème de la vision de près? Parce que tout à l'heure il y avait des questions, qu'est-ce que la presbytie en fin de compte? La presbytie, c'est le fait qu'on n'arrive plus justement à voir de près, on ne peut plus l'accommoder pour voir de près. C'est le cristallin, donc dans l'œil, cette lentille de l'œil, derrière l'iris, derrière la pupille, derrière la couleur des yeux, qui n'arrive plus à travailler comme un muscle un petit peu finalement. Et donc on est bien d'accord que le laser, ça ne restitue pas l'accommodation. Le cristallin, il reste presbyte quand même, il ne peut plus accommoder, il reste vieux, il reste à son état de faiblesse musculaire, si vous voulez. Et donc c'est une compensation de la presbytie. C'est important aussi d'expliquer. Hein. Quand vous allez mettre des lunettes, vous allez compenser votre presbytie, mais votre cerveau, lui, ne sait pas si l'image elle vient du cornet cristallin ou lunettes, ça ne le gêne pas. Il y a 3 optiques pourtant. Pareil avec des lentilles. Et ben au laser, ce qu'on fait, c'est que on va finalement créer dans la cornée, on va un petit peu sculpter, si vous voulez, l'image de ce que ne fait plus le cristallin. Le cristallin produit une certaine image optique qui doit, pendant l'accommodation, et cette image optique qu'il ne s'est plus capable de faire, eh ben on le crée dans la cornée. C'est ça le traitement de la presbytie par laser. Alors on a donc la vision, c'est un angle, il faut le savoir simplement, c'est important. Comme la vision, c'est le pouvoir qu'on a de séparer 2 points qui sont écartés. Si on prend 2 points sur une feuille de papier, vous dessinez 2 points, on imagine dans sa tête de les rapprocher, à un moment donné on ne peut plus se dire, on ne sait plus s'il y a 1 point ou 2 points. Et c'est ça la limite de l'acuité visuelle. Et chez l'homme, chez l'humain, il faut savoir que la vue c'est une moyenne. Hein. Quand on dit 10 dixièmes, c'est comme le QI. À 100 on est normal, à 90 on est un petit peu moins futé, puis à 110 on est un peu plus que la moyenne. Mais quand on dit 10 dixièmes, c'est important, ça, parce que 10 dixièmes, il y a des gens qui naturellement ont beaucoup plus, 12 dixièmes, 16 dixièmes, et c'est important dans la préhension du patient, car on peut avoir des patients déçus et le médecin ne comprend pas pourquoi, parce que simplement c'est un patient avant il avait par exemple 16 dixièmes, ça existe, et après il se retrouve à 9 dixièmes et le médecin lui dit mais attendez, 9 dixièmes on peut tout faire, mais le patient lui a perdu combien de lignes? Alors c'est vrai que, et là je pense dans le bilan du patient, dans le dialogue qu'on a singulier avec lui avant, il faut bien tenir compte justement des capacités visuelles du patient avant. Et donc un patient qui est, j'allais dire, hyper compétent, qui a une supervision naturelle, il va accepter beaucoup moins de perdre une ligne que quelqu'un qui a... Évidemment, quand on est myope et qu'on a déjà naturellement sans lunettes 1 dixième, on est tout content sans lunettes d'en avoir 7 ou 8. Mais si on a 16 dixièmes, on ne va pas être d'accord d'en avoir 9 ou 8. Hein. Donc c'est vrai que là, c'est important. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le 10 dixièmes, 8 dixièmes, 7 dixièmes, 6 dixièmes sont extrêmement proches, c'est pas une ligne droite, et c'est logarithmique, et c'est seulement à partir de 5, 4, 3 qu'on voit une baisse. Donc si un patient a un résultat de 8 dixièmes, c'est un excellent résultat. Il peut conduire. On a une barre qui est nette, qui est 6 dixièmes pour conduire d'un œil. Donc ça vous donne un petit peu l'idée qu'il faut avoir pour voir de loin. Entre 6 et 10 dixièmes, il y a extrêmement peu de différence. Oui, c'est vrai. Merci Jérôme. Docteur Beauvais. Une question Je vais répondre à Marie là, qui a eu des problèmes. Oui. C'est pas notre but de dire qui est bon et qui est mauvais. Mais on va pas répondre à des questions concernant des médecins particuliers. Comme je suis neutre, on va pas le dire, mais comme je viens de Suisse, c'est clair qu'il faut qu'elle demande un deuxième avis. On a tous des problèmes en chirurgie, quelle qu'elle soit, et je pense que si il y a une incompréhension avec un chirurgien, etc., c'est de discuter avec lui en premier lieu, et ensuite de demander un deuxième avis et de voir ce qu'on peut faire pour réparer. Notre travail, c'est que le patient, à la sortie de l'opération, soit content. C'est notre but. Donc,
quelquefois on a des problèmes, on essaye de les résoudre le mieux possible. Dans notre groupe, quand on a une incompréhension de personnes, on essaye de la donner à un autre chirurgien pour continuer l'explication. Mais surtout, le but, c'est que vous soyez à la fin du processus du laser, que vous soyez contente et qu'on arrive à réparer ou à améliorer votre vision. Et tous les chirurgiens qui font de la chirurgie de la réfraction sont formés pour. Il y a personne dans le monde qui font ça comme des cow-boys. C'est une très longue formation et je pense que c'est important que vous le sachiez. Oui, je pense qu'effectivement le deuxième avis est quelque chose de bon sens. Naturel. Tout le monde ferait ça naturel et qu'il faut le faire. C'est du bon sens. Il faut pas. Bon. Voilà, Marie disait, elle nous disait mauvais résultat. Bon, bien sûr, tous les résultats ne sont pas parfaits, hein, bien entendu, mais on ne sait ni son âge ni rien, on n'a aucun renseignement, donc on ne peut pas donner d'avis d'expert à ce dossier. Mais effectivement, on lui propose, on lui conseille d'avoir un deuxième avis. Effectivement, c'est une solution. Il y a sûrement quelque chose à faire. Faut pas en chirurgie réfractive. C'est rare qu'on soit dans des impasses, disons les choses. Hein. C'est vrai quand on n'a pas de complications anatomiques, quand il n'y a pas eu justement de choses d'infection, d'abcès, de plis, enfin de choses qui sont un peu plus anatomiques. Quand c'est réfractif pur, ça veut dire que c'est un problème de lunettes. Dans la mesure du possible, on a quand même des outils assez performants où on peut améliorer les choses en général. C'est vrai. On a quand même donc qu'elle prenne un deuxième avis effectivement. J'ai une autre question là de Isidore. Hein. Que se passe-t-il si l'on est à la fois myope ou hypermétrope et presbyte? Alors, je pense qu'il veut dire si on peut se faire opérer ou oui, bien sûr, ça va se conjuguer. Oui. Parle-nous-en, Jérôme. Justement, c'est ce qu'on a déjà évoqué. On a un petit peu évoqué, mais en fait, tout, comme a très bien dit le docteur Assadi tout à l'heure, tous les troubles réfractifs sont opérables. Donc, si vous êtes myope, astigmate et presbyte, c'est chirurgicalement accessible. Si vous êtes hypermétrope, astigmate et presbyte, c'est accessible également. Donc oui, c'est ce qui justement fait partie des examens préopératoires, du protocole opératoire, etc. Oui, tout à fait. Toutes les situations sont potentiellement opérables. Il y a toujours quelques patients qui ne le sont pas, et c'est pour ça qu'on fait tous ces examens avant la chirurgie. Alors on a quand même des ranges, c'est-à-dire on a des niveaux d'inclusion. On ne peut pas non plus opérer toutes les amétropies. Ça veut dire, effectivement, comme tu viens de le dire, en fonction des conditions anatomiques du patient, de son âge, c'est pour ça que le bilan est très complet. Eh bien, pour vous expliquer autrement, il y a certains patients qui ont moins 8, on va leur dire oui. Et son copain qui a aussi moins 8, il ne comprend pas, mais on va lui dire non, parce qu'il a d'autres paramètres, d'autres critères. C'est vrai que souvent on a des difficultés, c'est bien souvent un petit peu difficile. On reçoit beaucoup de couples aussi qui veulent se faire la presbytie en même temps. Et vous avez soit monsieur, soit madame, on ne peut pas le faire. Alors c'est difficile parce que évidemment il y a des déceptions, il faut savoir dire non. Et bien sûr on l'explique dans la mesure du possible, le plus détaillement possible. En sachant qu'on est nous obsédés par la sécurité, si vous voulez, donc on a plus effectivement. On est expérimenté, plus on fait des examens poussés, et plus on a eu un dialogue singulier avec son patient, plus on est dans des conditions favorables. Effectivement, on ne s'amuse pas à prendre des risques inutiles. C'est l'idée, un petit peu. Voilà. J'aimerais répondre à GF Chambre qui pose une excellente question. On ne fait pas 50% sur le deuxième œil. Oui, alors c'est effectivement toute la différence. 50% sur le deuxième œil, c'est de la monovision, d'après la question qu'il pose, à mon avis. On ne fait pas 50% du traitement, donc on ne laisse pas un œil myope. C'est là toute la différence des nouvelles formulations, des nouveaux traitements que l'on fait. Et Advanced Isovision est un nouveau traitement de la presbytie, en fait. On ne fait plus une monovision actuellement. Voilà. On traite les deux yeux pareillement avec une asphéricité. Je pense que tu devrais nous en parler un petit peu plus de cette nouvelle formule que tu as mise au point depuis ces 2 dernières années. Attends, excuse-moi, on peut peut-être comprendre la question autrement. C'est est-ce que c'est 50% au niveau du tarif? Oui, j'ai compris ça. Au niveau du tarif. Alors non, évidemment, non, il n'y a pas 50% sur le deuxième œil. Tout simplement, en fait, on vous a répondu de manière implicitement tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on fait les deux yeux à quelques secondes ou quelques minutes d'intervalle, c'est une deuxième intervention
intervention parce qu'on recheck le laser, on réutilise du consommable, c'est-à-dire le champ stérile, les gouttes, etc. Donc c'est comme si on opérait certes deux yeux de la même personne, mais c'est à chaque fois un œil de nouveau sur lequel on recommence. Donc non, il n'y a pas 50% de réduction sur le deuxième œil. Il n'y a pas un œil qui vaut moins que l'autre. Voilà, c'est ça. Le deuxième œil ne vaut pas la moitié du premier. Ils sont précieux tous les deux et on prend soin pareil. Donc effectivement, on ne fait pas ce genre de... Mais on peut le comprendre. C'est tout des bonnes questions, effectivement. Merci en tout cas une fois, chers internautes, pour toutes ces questions très, très pertinentes. Alors, quelles sont les complications graves des méthodes d'Isovision de Isidore? On va peut-être pas revenir, mais docteur Claudio Assadi du Chili nous avait bien répondu. Il n'y a pas de complications particulières à Isovision. Si vous voulez, c'est les complications du LASIK. Hein. Il peut y avoir, on ne va pas reprendre tout le détail, mais infection du capot, bon, c'est extrêmement rare, mais c'est potentiellement les plis de capot, les yeux secs, très souvent, les yeux secs, ça c'est très souvent, mais c'est pas... Ouais. La technique précise, c'est la technique du LASIK, c'est bien qu'on peut avoir. Alors effectivement, après, il y a des patients à risque aussi parce que quand on a effectivement des yeux secs avant l'opération, il faut savoir que les yeux sont toujours plus secs après l'opération. Ça, on peut en parler, comme on coupe un petit peu les nerfs de la cornée. Alors évidemment, il faut faire aussi des mesures. Si vous avez une dame plutôt 55 ans ou un peu plus, donc a priori qui prend peut-être une hormonothérapie de substitution, qui a déjà les yeux secs, elle va avoir plus de difficultés, hein, certainement. Donc il faut bien aussi prévenir le patient qu'il y aura un certain nombre de mois d'assujettissement à mettre des gouttes, etc., de suppléance lacrymale. Voilà. Claudio, on ne perd pas Dieu avec cette intervention, mais on pourrait dire qu'une complication maintenant qui n'est pas grave du tout pour nous, mais qui peut être très gênante pour le patient, c'est une correction, une ou une sous-correction qui peut arriver possible. À 1 ou 2% des cas que l'on fait, et on doit reprendre le patient après 1 à 3 mois, on doit reprendre le patient, et ça peut être, c'est pas un risque grave pour nous, mais peut-être que pour ce patient, ça peut être très gênant. Alors on a un savoir-faire. C'est vrai qu'on peut. Le patient dit mais docteur, comment ça se fait qu'en une seule fois, je n'ai pas eu le résultat 10 sur 10, ça veut dire pour le patient. Hein, alors. Eh bien, une des explications, c'est que normalement les lasers, ils travaillent parfaitement, enfin aussi précisément qu'on puisse le faire. Les calculs sont aussi faits très précisément, mais il faut le dire, c'est vrai, il y a des paramètres anatomiques qu'on ne connaît pas, en particulier en biomécanique, en cicatrisation de la cornée, et on opère du vivant. C'est ça l'idée aussi, c'est qu'on n'opère pas. Les modèles optiques sont faits sur du plastique ou des modèles, je veux dire, physiques neutres, mais la cornée c'est vivant et chacun peut comprendre que on peut cicatriser un petit peu différemment d'une personne à l'autre, plus ou moins vite, plus ou moins, etc. Et que ça va donner une petite déviance, un petit écart type des résultats qui font que... Mais alors il y a un savoir-faire et on rassure les patients, je leur dis, s'il y a une espèce d'incertitude intrapatient individuelle, c'est-à-dire, hein, donc on a déjà dit de cicatrisation, de SEC et tout ça, eh bien si vous avez par exemple 10%, on va dire, d'incertitude dans la technologie, et que vous opérez une myopie de moins 10, on va dire, ça fait qu'il y a une dioptrie d'incertitude, hein, ça veut dire qu'on peut arriver à plus 1 ou moins 1, et quand on va retoucher, bien sûr, on n'a pas 10 dioptries à faire, on a donc, par exemple, plus qu'une dioptrie, et si on a la même incertitude à 10%, là on va être précis à 0,10 du fait, donc les patients ne s'inquiètent pas, ce qui n'a pas pu être fait en une fois, très probablement, très certainement, va être fait en 2 fois parce que là, on va inclure justement cette variation individuelle qui est rare, mais qui peut effectivement sortir un petit peu de la moyenne, bien sûr. Hein. On a des compliments, merci, c'est gentil. Docteur Emma, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce staff. Docteur Emma, bravo. Marie, merci Marie qui avait une difficulté de chirurgie, donc de résultats. Elle nous remercie pour la réponse et elle va donc prendre un deuxième avis. Alors, docteur Gila, donc effectivement, on a beaucoup de médecins aussi qui nous contactent. On remercie tout le monde, bien sûr, tous les internautes. Quel délai de rendez-vous et délai de premier rendez-vous et de bilan préopératoire et celui d'intervention prévoir? Donc, par rapport à une disponibilité durant une période de vacances, rendez-vous prévu. Alors, effectivement... moi, personnellement, après, je ne sais pas comment vous faites, mais en général, moi, je leur dis que le bilan est bon pour 6 mois. Hein, donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. C'est aux patients de décider de l'opportunité du meilleur moment pour le faire. Je crois qu'il faut quand même éviter les situations de stress, les deuils, les licenciements, les divorces, toutes ces choses pénibles. Hein. Il faut être dans des conditions psychologiques tout de même favorables. Il faut être disponible. Il ne faut pas être pressé par son patron qui veut absolument les statistiques à donner dans 15 jours. Des choses comme ça, c'est du bon sens. Il faut être un petit peu serein. Il faut être disponible un petit peu dans sa tête et dans son corps pour faire l'opération, mais effectivement ça peut aller relativement vite. On a un délai légal quand même, un minimum de... C'est une semaine. C'est une semaine. C'est pas 2 maintenant, c'est 2, c'est passé à 2. Il me semble que c'est 15 jours maintenant. Hein. Ah oui, 2 semaines. Oui, c'est 2 semaines. Ah. C'est passé à 2 semaines.
Mais bon, en tout cas, on ne peut pas faire la chirurgie le même jour qu'on ferait les examens. Hein, c'est pas raisonnable. Et l'information, qu'on appelle le consentement éclairé du patient, doit être donnée au moins 8 à 15 jours avant. C'est du bon sens. Donc ça aussi, c'est un critère de qualité. Hein. Si vous, donc, parce que tout à l'heure, on nous parlait un petit peu de la qualité de prise en charge. Si vous avez quelqu'un qui vous paraît d'avoir un entretien, je veux dire un confrère, on entend, avec un entretien qui vous paraît quand même pas approfondi, un petit peu rapide, on va dire, des examens légers, vous voit que 2-3 photos, pas beaucoup d'examens ou pas beaucoup d'explications non plus, pas de dialogue, et que finalement il peut vous opérer, vous faites les examens le matin et vous opérez l'après-midi. Là, voilà, des critères de qualité qu'on avait demandé un petit peu. Il faut un petit peu prendre un petit peu de recul, je pense. Et prenez éventuellement un deuxième avis. Voilà. En tout cas, donc voilà un petit peu pour répondre à ces patients. Mais c'est vrai que si c'est un bon bilan, on va dire, si tout est favorable, si tous les feux sont verts, si on estime que la sécurité est maximum, on peut très bien opérer. Donc une dizaine de jours après ce bilan, tout ça, une grosse semaine, quoi. Hein, on est d'accord. Oui, ce qu'il faut bien comprendre. C'était surtout le délai de rendez-vous. Alors là, après, je pense que ça s'adresse surtout pour toi, ça. Ça faut que tu répondes là. Bah nous on a à peu près alors on a donc pour la chirurgie laser en particulier, on a donc c'est notre activité principale si vous voulez. Donc nous on est moins de 3 mois de délai. Souvent dans le mois on arrive à avoir un rendez-vous, pas pour l'opération mais pour faire les examens si vous voulez. Et puis ensuite on programme selon. Hein. Et c'est certain que on peut parler des lunettes aussi parce que c'est un problème un petit peu de santé publique. Je crois qu'on est là aussi pour parler un petit peu de tous les sujets réfractifs, pas forcément que du laser. Par les patients beaucoup de difficultés d'avoir accès à une réfraction simple, ça veut dire leur faire leurs lunettes qui sont cassées, qui sont ne plus à jour. Et là, on a des délais épouvantables. Nous, on a des délais d'un an et demi. Hein. C'est un problème quand même de santé publique énorme. Hein. Donc ne vous voyez pas, chers internautes, on n'est plus assez d'ophtalmologistes. C'est un appel au secours en même temps. Là, il faudrait qu'on nous aide. Dans les pays en dehors des limites nationales, vous avez une profession comme les optométristes qui ont le droit de faire les verres directement et ça soulage l'ophtalmo qui, à ce moment-là, vient en deuxième position, j'allais dire, pour plus une maladie, etc. Et nous, on est effectivement débordés car il faut savoir qu'en dehors de la chirurgie réfractive et des lunettes, on s'occupe des diabétiques, des glaucomes, de la DMLA qui prend des proportions extraordinaires et c'est vrai que c'est une charge de travail considérable. Et quand on s'en excuse, mais quand on vous donne des rendez-vous longs, c'est pas de notre faute, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut vraiment pas. Et bien entendu, on veut poursuivre dans la qualité. Et la qualité, ça prend du temps et on ne veut pas donc tasser les patients, il faut qu'on ait le temps de recevoir correctement. Il vaut mieux donc refuser un patient que de mal le recevoir. En tout cas, c'est notre idée. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Tu as les mêmes problèmes Tout à fait. aussi, hein. Sur Suisse, c'est quand même plus facile. Il y a moins de délais de consultation quand même. Vous êtes plus nombreux peut-être en Suisse, on a beaucoup de médecins français qui sont venus nous aider. Donc voilà. on a moins de problèmes. Et on peut recevoir par chance les urgences assez rapidement venir en Suisse aussi, dans la journée. Mais effectivement, on a de toute façon un mois de délai pour faire, et je pense que c'est raisonnable d'avoir un mois de délai pour faire une chirurgie réfractive. Il faut que le patient ait passé par toutes ces questions qui lui trottent dans la tête. Et le jour même, à part des exceptions, puisqu'on n'a pas ces dépôts légaux que vous avez sur France, je n'aime pas du tout le faire. C'est vraiment des cas exceptionnels et je pense qu'il faut éviter de le faire. On a tout le temps de le faire, comme tu dis si bien. Il faut que le patient réfléchisse et puis s'il a ses vacances à faire, il les fait et puis on regarde le meilleur temps. Le comptable, il va pas les faire au moment où il doit faire. Il a sa surcharge de travail. Donc il faut bien choisir son moment et il n'y a aucune urgence de faire cette opération. Absolument. Ouais. On me dit alors ici une question importante. Vous comprenez, chers internautes, on privilégie surtout les questions directes et pas forcément un diaporama qu'on avait préparé mais qui ne répond pas forcément à vos questions. Quelles sont les contre-indications absolues? Donc ça, Claudio, pour toi, on va peut-être, ça peut être, chacun va dire peut-être qu'est-ce qui est une contre-indication absolue? Il faut rappeler qu'il s'agit d'une procédure LASIK. Donc tout d'abord, ce sont les contre-indications absolues d'un LASIK. Oui, donc bien sûr. Une cornée très fine, voilà. Une cornée très déformée, donc une malformation de la cornée qu'on appelle kératocone. Oui. D'accord. Donc des troubles de l'œil sec, un œil sec hyper sévère, très sévère, c'est pas bon. Et aussi, il faut dire que s'il y a des problèmes visuels, une cataracte ou des problèmes au niveau de la rétine, une maculopathie, etc., ce sont des patients qui ne doivent pas se faire opérer par LASIK. Donc, finalement, un LASIK pour la myopie, astigmatisme, presbytie, etc. Donc il faut un œil sain au départ, il faut un œil sain. Et il faut avoir plus de 18 ans. Plus de 18 ans, voilà.
Voilà. Et une réfraction stable. Réfraction stable, oui, que la vue soit stable, c'est important, oui. Alors, la réfraction stable, c'est quelque chose d'assez complexe parce que les patients Pour le loin, nous je disent, veux dire, hein, pour le loin. les patients nous disent toujours ma myopie évolue, etc. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un cristallin qui fait l'accommodation, donc qui varie dans la journée, et on peut avoir une myopie qui n'est pas forcément stable pour le patient, mais en fait, l'œil, à partir de 17 à 18 ans, il a fini de grandir. Moi, je parle toujours des pieds, parce que c'est plus facile, on les comprend, on change, on passe pas du 42 au 45 après 17, 18 ans. Donc, notre rôle, c'est de savoir exactement, de traiter la vraie myopie du patient et pas celle qui fluctue. Et ça, c'est notre travail. Et à partir, comme dit Jérôme Blondel, à partir de 18 ans, si la vision n'a pas évolué, on peut traiter un patient. Et de l'autre côté, à partir de 45, au moment où on est gêné pour la presbytie, donc c'est le patient qui va nous dire qu'il est gêné. Donc ça peut venir bien plus tard pour un myope. Eh ben, on va le traiter seulement quand il est gêné. On va peut-être revenir un petit peu, comme là il n'y a pas de questions pour l'instant, après les contre-indications absolues, vous montrer un petit peu au niveau diaporama, s'il vous plaît, un petit peu c'est quoi le problème de la vision de près, si vous voulez, hein, et comment on va gérer ça. Donc, si vous voulez, il faut imaginer, donc, alors c'est un petit peu, j'ai pas de, comment je pourrais faire, ma flèche peut-être, avec la flèche, on voit avec la flèche, oui je pense. Donc on voit, c'est bien sûr, c'est un œil, ça représente un œil, c'est pas comme ça, mais c'est schématique. Vous avez vu que la vision c'était un angle, et on vous a symbolisé les points importants. L'image, si vous voulez, du grand E qu'on voit de loin à 5 mètres, là tout le monde voit bien ici à 5 mètres, à peu près, il a fait environ 7 mm de haut. C'est ce qu'on appelle l'optotype, c'est ce que vous fait lire l'ophtalmo quand vous êtes dans son cabinet. Il vous fait lire cette lettre de environ 7 mm de haut, à 5 mètres. Ça correspond à 10 dixièmes, si vous voulez. Donc l'image va se former sur la rétine. Donc je vous explique, comprenez que ceci, là, cette barre ici, c'est donc la lettre E qui se forme sur la macula, qu'on appelle, ou sur la rétine, si vous voulez, l'arrière de l'œil, au fond de l'œil, si vous voulez. Et ça symbolise la pupille. Les deux carrés verts ici, et devant, donc vous avez la cornée, c'est la flèche avec, c'est la flèche qui va dans les deux sens, la flèche verte ici. Hein. Donc les différents paramètres de l'œil, ça j'ai bien dit, c'est pas du tout un œil, c'est schématique, c'est un schéma optique si vous voulez, hein, ça ne rapporte pas l'anatomie, c'est optique. Vous avez d'abord la cornée, les doubles flèches, et ensuite la pupille, tout le monde sait, la pupille, donc c'est la couleur des yeux, hein, c'est si vous avez l'iris bleu, vous avez les yeux bleus, et si vous avez l'iris brun, vous avez les yeux bruns, du fait que la cornée devant, qui a la forme d'un verre de montre un peu, et qui est transparente, donc par le fait, si l'œil est bleu, iris bleu, œil bleu, iris brun, œil brun, iris vert, bien sûr. Donc voilà, et on l'a symbolisé un petit peu. Ici, la PSF, c'est un petit peu vous dire ce qu'on voit. Vous comprenez, il y a une différence entre l'image formée sur la rétine, qui est une image, on va dire, une construction géométrique optique, et le ressenti du patient. Donc là, ce qu'on appelle la PSF, c'est le Pump Function, c'est tous des noms américains, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir autrement. C'est un petit peu l'image de ce que le patient voit, si vous voulez. La qualité de l'image. La qualité de l'image. Alors, vous inquiétez pas, il est à l'envers, on voit à l'endroit, mais c'est pas trop compliqué, mais en tout cas, sachez que, bien sûr, non, mais c'est parce que des constructions optiques, c'est la netteté de l'image, si vous voulez, qu'on peut vous montrer. La netteté, exactement, c'est le mot, merci. Donc après, quand on se rapproche, qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche si vous voulez, on imagine qu'avec la même acuité, le même angle, si vous voulez, on va voir des choses plus petites, c'est bien connu. Donc vous avez à ce moment-là des rayons qui vont se produire toujours, qui sont directs, des rayons qui vont donc dans l'œil tout droit, qui passent par la pupille, qui vont se mettre sur la rétine, mais il va y avoir aussi malheureusement des rayons divergents. Donc vous voyez, la vision intermédiaire, c'est environ 1 mètre. 1 mètre, on pourrait dire 80 cm, etc. Mais enfin, c'est grosso modo votre tableau de bord ou votre pare-brise, c'est votre ordinateur, plus ou moins, c'est pas la vision de près. La vision de près, c'est 25-30 cm, 30-40, vous voyez, ça dépend, c'est pas trop dogmatique tout ça. Mais grosso modo, la vision de loin, c'est considéré au-delà de 5 mètres, hein, au-delà, si vous voulez. La vision de près, ça commence vers 1 mètre, on va dire, à peu près. Hein. Et donc, c'est bien connu, c'est la raison pour laquelle les patients, quand ils sont presbytes jeunes, ils reculent leur livre ou leur objet pour voir net. Alors, que se passe-t-il en vérité? C'est qu'il y a des rayons, quand on voit loin, il n'y a que des rayons tout droits qui rentrent dans l'œil, mais quand on voit en vision intermédiaire, vous avez malheureusement des rayons divergents qui rentrent dans l'œil. Vous voyez, c'est ces rayons en pointillé bleu, ici, je ne sais pas si on les voit en bleu, oui, en pointillé bleu. Et ces rayons-là, malheureusement, ils ne vont pas aller sur la rétine, ils vont aller un petit peu au-dessus. Ils sont pas focalisés, si vous voulez. Et donc, automatiquement, vous avez votre E, l'image qui se dégrade, qui n'est plus nette. Ça va ? Donc voilà ce qui se passe. Et au fur et à mesure, quand on va aller encore plus près, ici,
quand on va être plus près, on va arriver maintenant à 30 cm, distance de lecture si vous voulez, on va se retrouver ici avec des rayons beaucoup plus divergents et beaucoup plus toxiques et une image beaucoup plus dégradée. La qualité de l'image se dégrade. Et donc à ce moment-là, il va falloir trouver quelque chose qui peut focaliser ces rayons. Et donc il y a donc de plusieurs façons. De la première classique que vous connaissez tout le monde sonner, c'est des lunettes et des lentilles, mais c'est l'objet de cette table ronde. On n'en veut pas justement, on ne les supporte pas, certains patients. Et puis bien sûr l'autre solution, on a parlé tout à l'heure du cristallin, donc c'est cette fameuse, c'est bien de le montrer le cristallin, toujours schématiquement bien sûr. Hein. C'est cette petite ellipse rouge que j'ai mis ici. Et si le cristallin accommode, il change sa puissance, on va pouvoir revoir net en vision intermédiaire, en vision de près. Évidemment, donc plus l'objet est prêt, plus il faut accommoder, et plus on est âgé, plus on est presbyte, plus il faut des verres épais, des verres forts pour compenser le cristallin qui ne travaille plus. Et sinon, on a donc on va rester déjà sur cette première image simple de. Et je crois qu'on a des questions. Il faut qu'on d'abord réponde aux questions. Attendez voir, je n'arrive pas à revenir en arrière. Non, bon, c'est pas de questions. Il y a des questions? Non. Staff, si, c'est pas une question, c'est voilà. C'est un compliment. De Clément, staff très réussi, encore mieux qu'Allo Docteur. Bravo, merci. Merci, cher internaute. Donc, on a repris, merci pour la diapositive avant, les lunettes, on avait vu. Donc, le cristallin. Et puis, on a un petit peu le temps d'expliquer des choses un petit peu rigolo sur la vue, parce que vous avez tout un tas de. C'est une expérience que j'invite tous les internautes à réaliser, c'est l'expérience du trou sténopéique. Vous avez peut-être eu dans votre consultation d'ophtalmologie, de temps en temps, l'ophtalmologiste qui vous demande de regarder à travers un petit trou. C'est une lentille toute noire, il y a un petit trou dedans, ce qu'on appelle l'effet sténopéique. On va vous expliquer comment ça marche. Du temps du Moyen-Âge, quand il n'y avait pas les lunettes, que vous vouliez aller voir un spectacle au théâtre ou n'importe quoi, vous aviez des lunettes en bois dans lesquelles on avait fait un petit trou, le trou sténopéique, qui permettait d'aller voir dans le décolleté de la cantatrice, en particulier, pour les messieurs, etc., pour les dames. Et donc, vous voyez, on avait déjà compris depuis longtemps. Alors, vous pouvez le faire soit avec votre doigt, vous faites un petit peu comme ça, mais c'est pas très précis. Vous prenez une feuille de papier, faites un petit trou dedans, et vous allez voir que vous pouvez voir sans lunettes. Ça peut vous dépanner parfois si vous avez oublié vos lunettes pour lire un numéro de téléphone. Ben, ça peut dépanner. Les lunettes, quand même, à 2 centimes, ça peut servir. Mais quel est le problème de ça, si vous voulez? C'est que ce trou sténopéique, on appelle ça comme ça, ou un pinhole en anglais, c'est l'ancêtre de l'appareil photographie. Ça marche de la même façon, les appareils photographiques anciens. Et il y a même des lunettes qui existent à trous sténopéiques qui sont en bas. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ces lunettes-là. Vous voyez, il y a plein de petits trous dedans. Dans chaque petit trou, vous voyez donc une image nette sans optique, si vous voulez. C'est rigolo, c'est intéressant. Mais bien sûr, si c'était la solution, ben, on ne s'amuserait pas à faire des lunettes autrement, et on ne s'amuserait pas à faire des opérations de cristallin ou des opérations de presby laser, bien entendu. Donc ici, c'est limité. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'expérience avec le petit trou, avec la feuille, ben, vous avez un champ de vision qui est très petit, si vous voulez. On est sur 10 ou 20 degrés, on ne pourrait pas donc se déplacer, et on a une perte de lumière aussi de luminosité. Donc évidemment, c'est un système un petit peu archaïque. Mais sachez que c'est un système utilisé par un animal qu'on appelle le nautile, qui est un animal donc, qui vit dans les fonds sous-marins et qui est un peu dans la pénombre. Et c'est un animal qui, dans l'eau de mer, rentre dans l'œil directement. Il n'y a pas de cristallin, il n'y a pas de cornée. Il arrive à voir, mais il a une vision bien sûr peu puissante, donc peu contrastée, pas dynamique. Il ne peut pas se déplacer vite puisqu'il a un champ visuel très petit. Donc c'est pas adapté à un homme qui conduirait sa voiture ou qui voudrait voir beaucoup plus de degrés latéralement. Mais c'est ce trou sténopéique qui explique aussi donc le fonctionnement de l'appareil photo primitif. On ne va pas faire de la photographie, mais pour vous expliquer tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu à savoir quand même. Et on arrive maintenant plus dans l'isovision, dans l'aberration de sphéricité. Si tu veux peut-être peut-être Claude, tu veux nous montrer par rapport à cette diapo un petit peu comment ça fonctionne, la sphéricité et l'aberration de sphéricité, vite fait comme ça. Donc, attends, mais... Tu l'as là. Pas ça, là. Je ne sais pas si tu es là, non. Remettez la diapo. Elle est voilà, la diapo. Voilà. Pour dire un peu comment ça marche, en gros, l'aberration de sphéricité, quoi. Oui, mais... Les rayons ne convergent pas pareil au centre qu'en périphérique. Oui, c'est ça, c'est simplement. Hein, donc, voilà. je ne sais pas si les gens ils voient ça. Oui, ils voient ça. On l'en donc là, vous voyez les rayons qui viennent ne convergent. Il faut qu'il arrive ici à la rétine, donc vous voyez là, il y a des points focaux. Non, attends, là, il voit pas. Là, les gens ne voient pas. Soit on le filme, soit tu prends la souris. Prends ta souris. Non, tu viens sur l'écran. Je vais le faire. Pardon. Excusez-moi, pardon. Oui, effectivement. Donc je vous montre avec la souris si vous voulez. Alors vous inquiétez pas, cher internaute. Donc Sushi nous demande prochaine fois montrez-nous une intervention.
Alors, on a prévu un film, mais par contre, techniquement, je ne sais pas si on pourra le voir dans les temps. Non, on ne pourra pas. Donc, on ne peut pas, malheureusement. On aurait bien voulu, mais ça ne va pas être techniquement possible. Mais ce que je vous propose, par contre, il y aura moyen, si je demande à l'équipe technique, on est en live, on travaille sans filet, on vous le mettra sur le site si vous voulez. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, le film, vous l'aurez dans toutes les dimensions sur le site, hein, dans quelques heures ou jours. On vous prie de nous excuser pour ce contretemps technique. Mais c'est une très bonne idée, effectivement. Alors, donc, on va terminer avec ça rapidement, un petit peu la technique. Donc, vous avez ici les rayons centraux qui sont donc... quand on voit de loin, si vous voulez, pour expliquer autrement, les rayons sont parallèles à l'axe visuel qui est symbolisé par cette ligne noire ici. Le F, le focus, ça signifie que c'est la rétine, si vous voulez, où l'image doit se former. Eh bien, les rayons centraux, on va dire dans 3 mm, ils viennent bien sur la macula, donc sur la rétine, on a une image nette. Et les rayons périphériques, vous voyez, ils convergent plus vite, parce que c'est aberration sphérique positive, mais ils peuvent converger aussi moins vite l'aberration sphérique négative. Ceci, ça donne une profondeur de champ. On ne peut pas expliquer beaucoup plus. Et c'est ce système qu'on utilise pour expliquer le comment du pourquoi, qu'on arrive à corriger la vue de loin et la vue de près, si vous voulez, la paraspéricité. Alors, on va essayer de vous montrer quelques diapos de patients, puisqu'on a déjà quand même la chance d'avoir parmi nous donc Madame Corrigé, qui est donc à la fois médecin généraliste, mais aussi patient. On nous a expliqué depuis le -8 pour ceux qui prennent en cours notre live chat. Et chers internautes, nous sommes avec vous de 11h à midi jusqu'à 13h, c'est bien ça? Quelle heure il est là actuellement? Midi et demi. Midi et demi. Donc, vous voyez, on a encore une bonne demi-heure tranquillement se poser des questions. Et on a deux questions qui tombent sur le... 10 minutes encore. On a 10 minutes, on me dit 10 minutes. Encore deux questions. On va donc privilégier les questions. Oui. On ne montre pas de cas cliniques. Je vous propose aussi les cas cliniques, pareil, on les mettra en ligne si vous voulez. Oui. Comme ça, vous aurez le loisir de les regarder. Alors, à quand la prochaine? Ça, je ne sais pas. Ensuite, merci pour l'enseignement, continuez, bravo de Basile. Étienne, à quand la prochaine? Une question donc qui me vient de Pauline. Existe-t-il des facteurs environnementaux qui favorisent certains troubles de la réfraction? Est-ce une idée reçue que le travail trop répété de la vision de près, lecture ordinateur, favorise la myopie? Et ensuite, y a-t-il des facteurs autres que l'âge qui sont responsables de la myopie? Donc je pense qu'on va faire le tour de table. On va peut-être commencer par Jérôme Beauvais pour répondre à la question. La question, c'est si on travaille trop longtemps de près, en lecture haute, est-ce que ça myopise? Alors bien sûr que ça myopise, oui, puisque oui, la réponse est oui. de près, il y a une accommodation qui se fait et on prend 3 dioptries pour voir de près. Ça, c'est le résultat du cristallin. Maintenant qu'on commence à vieillir, et c'est surtout le vieillissement qui est le problème, c'est pas tellement les ordinateurs, il faut vraiment le dire, et le cristallin est moins souple. Donc à la fin de la journée, il se bloque et la résultante est qu'il est plus myope. Au début, un myope va devenir plus myope et après, il verra sa presbytie. Il y a un délai. Donc, le cristallin étant moins souple, à la fin de la journée, il n'arrive pas à se relâcher. Voilà. La résultante, c'est qu'il est plus myope. Et aussi quelqu'un qui travaille beaucoup de loin, typiquement les étudiants qui sont stressés, parce que le stress fait aussi myopiser, le patient, à la fin de ses examens, il va être plus myope. En fait, cette myopie, elle est labile, c'est-à-dire qu'elle est variable, puisqu'elle est due au stress ou à l'effort visuel sur l'écran. Mais cette myopie disparaît parce que l'œil avance dans l'âge, parce qu'il y a plus ou moins de stress. Mais il y a quelque chose, c'est l'éclairage. C'est-à-dire que si vous passez quelques heures de manière répétée à lire longtemps dans des très mauvaises conditions d'éclairage, cette myopie peut ne plus être labile, c'est-à-dire peut très bien rester fixée. Donc vous pouvez majorer votre myopie par un travail visuel de près répété dans des mauvaises conditions d'éclairage. Oui, finalement, s'il y a des autres facteurs que l'âge pour la myopie, c'est la génétique. Et la génétique, exactement. Donc on peut avoir des familles qui génétiquement, ils sont des forts myopes. Une myopie très élevée. Donc, ils sont tous myopes, les frères et sœurs, tout le monde est myope. La tante, l'oncle. Moins 10, moins 12, moins 13. Voilà, c'est les fortes myopie. C'est normalement des myopies progressives dans les temps, même jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, bien sûr, il y a des facteurs
au-delà des facteurs de travail. Oui, Quoi. de travail. Donc, on va dire il y a une partie un petit peu important. musculaire acquise ou de fatigue, et puis il y a une partie génétique. Évidemment, malheureusement, la myopie, on ne sait pas aujourd'hui l'arrêter. Parce que le drame, c'est quand on détecte un enfant assez jeune, mettons 8 ans, qui commence une myopie -1, -2, on sait qu'il va avoir souvent une myopie assez forte. Avant 10 ans, c'est ce que j'avais plus ou moins appris, moi. Alors, il y a une étude finlandaise qui montre justement comment se passe la myopie. Effectivement, comme tu dis si bien, on peut pas l'arrêter. Voilà, et un patient qui est myope, plus on est myope jeune, plus on va être myope fort. Si on commence une myopie à 2 ans, le patient va certainement avoir un -12, -15. S'il commence sa myopie à 5 ans, il va avoir une myopie moyenne, etc., etc. C'est la seule chose qu'on sait, et on ne sait en tout cas pas arrêter cette évolution. Il y avait encore un cas de myopisation qui n'est pas dû à la génétique ou tout, qu'on voit tous les jours. C'est la personne qui a une cataracte. Ah oui. Eh ben, il se myopise de 3 dioptries. Oui, alors ça c'est très intéressant. Les personnes un peu plus âgées normalement viennent nous voir en disant il m'a vu à changer docteur, et nous on leur dit vous avez une cataracte qui débute, etc. Mais il y a le premier temps, effectivement, souvent, la plupart des cas, on va pouvoir leur changer leurs lunettes, et ils vont pas se rendre compte que la cataracte évolue. Ils disent c'est comme d'habitude, on change mes lunettes, mais en fait la cataracte a augmenté, et ensuite il y a une baisse de vue qui se produit, et là on ne peut plus rien faire aux lunettes, et c'est là qu'on décide d'opération. C'est typiquement la personne qui vous dit finalement maintenant pour lire j'enlève mes lunettes. Voilà, je lis sans mes lunettes. Voilà. Donc la personne se dit tiens, elle est contente. C'est génial, je vois mieux qu'avant. Je peux lire sans lunettes, mais elle ne sait pas qu'en fait c'est une cataracte. Grâce à la cataracte. En fait. Voilà, bien sûr. Par contre, pour la presbytie, c'est une évolution normale de l'œil, donc il n'y a aucun facteur vrai qui avance. La cataracte aussi. Il y a, comme la cataracte, c'est une évolution naturelle de l'œil. Mais la presbytie, elle est un peu plus mathématique, on peut dire. Oui, mais justement, c'est pas comme la myopie où on ne sait pas la gérer, on ne sait pas qui va être myope, à part le facteur génétique éventuellement, mais on ne sait pas comment la myopie est réellement apparaît, pourquoi à 2, pourquoi à 5, pourquoi à 6 ans, jusqu'à combien ça va évoluer, etc. On a des facteurs théoriques, mais on ne sait pas du tout quelle est la raison. Par contre, la presbytie, c'est normal, entre 40 et 50 ans, tout le monde, on y passe tous, quoique il y en a quelques-uns qui passent un peu au travers, même si on ne sait pas trop pourquoi, mais globalement, c'est l'évolution normale de l'œil. C'est pas parce que vous avez mangé trop de carottes ou pas assez, vous faites plus d'ordinateur ou moins, il y a un facteur de fatigue visuelle, mais c'est normal la presbytie. La cataracte, c'est pareil, c'est l'évolution comme les cheveux blancs, un jour ou l'autre, on en a une. Évidemment. Alors on nous dit, c'est des petits messages, vous voyez cher internaute, on a privilégié quand même le dialogue directement avec vous plutôt que finalement le film, on le mettra en ligne. Je crois qu'on a plus quelques minutes, c'est bien ça, 5 minutes 4 minutes. Et donc on a des petits messages sympathiques quand même, on va les lire. Paul B, t'es trop top, félicitations pour cette technologie. Paul B, y aura-t-il un film ensuite et pour nous le revoir, cette formation? Donc oui, on vous confirme, ça sera où? Sur le site de la clinique, ça sera comment? Il faudra taper clinique Louis Pasteur. Voilà, comme le live, comme votre live aujourd'hui, vous pourrez trouver donc cette conférence en replay, comme on dit, et avec peut-être quelques informations complémentaires qu'on pourra vous mettre en toute tranquillité. Didier, je suis ophtalmo en formation, organisez-vous des réunions de spécialistes. Cher Didier, oui, nous allons te contacter avec grand plaisir. J'aurai grand plaisir à te rencontrer. À Genève. Alors déjà, tu nous diras où tu es, dans quelle ville, et tu vas nous contacter soit sur le site de la clinique, soit sur advanceisovision.com, advanceisovision.com, advanced, c'est en anglais, advanced-isovision.com. Alors là, si c'est un Suisse qui nous écoute, ce qui m'étonnerait, ou un Français pas trop loin. Oui, la clinique de l'œil est une clinique de formation, et on peut former jusqu'à 2 ans d'internat les ophtalmologues qui soient de toute l'Europe. Ton adresse précisément, Jérôme, c'est comment? Il suffit d'aller sur cliniqueoeil.ch. Cliniqueoeil.ch. Et on peut avoir jusqu'à 2 ans de formation. Et on a des séminaires. C'est loin, c'est au Chili, mais vous pouvez quand même aller au site internet, c'est www.ceof.cl. CEOF.cl. Merci, docteur Assadi. Alors je crois que on a fini. Je
Docteur Gila, on a encore une minute, je conclue, on conclut. Docteur Gila, merci pour cette information. Vaxt, étudiant en médecine, je vous remercie pour ce staff très intéressant. Docteur Gila, risque éventuel de tourisme médical concurrentiel dans des pays tels que l'Hongrie et le Maurice. Non, nous, alors, je crois pas. C'est très clair, si vous voulez. Non, on ne craint pas la concurrence pour deux raisons. Déjà, le marché de la presbytie, il est infini. Et deuxièmement, c'est une technologie qui est un petit peu nouvelle dans son aboutissement, si vous voulez. Donc, on va opérer, j'allais dire, beaucoup plus de presbytes dans les années qui viennent que ce qu'on en a fait. Et donc là-dessus, il n'y a pas de concurrence. Par contre, on vous a donné des conseils, on vous a de bon sens tout à l'heure, qu'il y a un praticien qui prenne le temps de vous expliquer, qu'il y ait du matériel qui vous paraît de qualité, qu'il y a un débit suffisant, c'est évident, qu'il y a un volume volumétriquement. Et pour le suivi de votre post-opératoire, on vous conseille, cher internaute, d'aller quand même plutôt près de chez vous que trop loin. Et comme tout, il n'y a pas que le prix, c'est évident, mais ça c'est valable pour tout, hein, disons les choses. Et puis Fabien aussi qui nous dit merci à vous messieurs, après un congrès très réussi hier, ce fut un plaisir de vous suivre aujourd'hui. Voilà. On termine là, cher internaute, on rend l'antenne. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci messieurs dames.